Mesdames, Messieurs, je vous propose de reprendre place. Nous allons continuer les travaux de cette journée, de ce 15e colloque du syndicat des énergies renouvelables. Nous allons démarrer par la 3e table ronde. Les énergies renouvelables, une réalité française. Sont-elles réellement vecteurs d'une nouvelle croissance économique, de nouveaux emplois ? En France, font-elles aujourd'hui de l'ombre au système énergétique établi? Peuvent-elles sortir d'une certaine marginalité? Faut-il repenser complètement leur environnement économique et législatif, sujet qu'on a déjà évoqué ce matin? Et comment faire pour les laisser s'épanouir en valorisant tous leurs atouts? Quelques questions de fond auxquelles vont tenter de répondre les participants à cette 3e table ronde. Donc je vais demander à Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission du développement durable du MEDEF, de bien vouloir me rejoindre. Luc Ourcel, président du directoire d'Areva. Jérôme Pécresse, président d'Alstom Renewable Power et vice-président exécutif d'Alstom. Jean-Yves Collet, député de l'Yonne et président de l'Office national des forêts. André-Jacques Auberton-Hervé, président directeur général de SOITech. Antoine Cahuzac, directeur général de EDF Énergie Nouvelle. Benoît Leclerc, vice-président délégué à l'énergie et au climat de la région Rhône-Alpes. Philippe de Fontaine-Vive, le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Pierre Ducré, le président directeur général de CDC Climat, mais qui représentera le groupe CDC à cette table ronde. Je donnerai plus de précisions tout à l'heure. Arnaud Mine, président de Serre Solaire et président d'Urbasolar. À la fin de cette table ronde, nous aurons une intervention du secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral de l'économie et de l'énergie d'Allemagne. Alors, il n'y a pas de plan de table, et comme ce matin, il n'est pas nécessaire de faire un homme, une femme, un homme, une femme. Alors, Jean-Pierre Clamadieu, vous représentez à cette table ronde le MEDEF, vous êtes président de sa commission du développement durable, vous êtes également, pour mémoire, président exécutif du groupe belge Solvay. Quel regard porte le MEDEF sur ce sujet du développement industriel des filières renouvelables et êtes-vous convaincu au MEDEF de la place que pourraient jouer ces énergies renouvelables dans le mix énergétique ? Je crois que le syndicat devant les membres duquel je m'exprime aujourd'hui est membre du MEDEF, donc j'aurais mauvaise grâce à exprimer une quelconque réticence vis-à-vis du secteur que vous représentez. Je précise d'ailleurs que c'est la dernière occasion que j'ai de parler en tant que président de la commission développement durable qui couvre entre autres les sujets énergie, puisque Bruno Lafont, le patron de Lafarge, prendra ma suite dans ce rôle à partir de mercredi ou jeudi prochain. Donc je suis ravi d'avoir cette dernière occasion d'échanger sur ce sujet. Je pense que dans la réflexion que nous avons au sein du MEDEF sur les problématiques énergétiques, et en particulier sur le mix énergétique, les énergies renouvelables ont bien sûr une position importante et un rôle important à jouer dans ce mix, probablement pour trois raisons. Diversification de nos sources d'énergie, sécurité d'approvisionnement, les deux sont d'ailleurs liés, contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, les caractéristiques particulières du mix énergétique actuel français doivent amener à regarder avec beaucoup d'attention ces différents points, en particulier la contribution à la lutte contre le changement climatique, puisque nous avons un certain nombre d'autres modes de production d'énergie électrique, que ce soit le nucléaire ou l'hydraulique, qui sont eux-mêmes particulièrement effectifs de ce point de vue-là. En tout cas, rôle évident, rôle en croissance. Je pense que lorsqu'on se projette dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, il nous paraît évident que les énergies renouvelables ont un rôle de plus en plus important à jouer. Pour autant, un certain nombre de points d'attention. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr le financement, puisqu'aujourd'hui, le financement du développement des énergies renouvelables dans notre pays comme dans d'autres est construit à partir d'un prélèvement que supportent les consommateurs d'énergie, industriels particuliers, et c'est bien sûr pour nous, représentants des entreprises et attentifs à leur compétitivité, un point d'attention que ce prélèvement soit maîtrisé. Et on a vu il y a quelques années qu'on pouvait se retrouver dans des situations dans lesquelles cette maîtrise devenait un petit peu imparfaite.
Et par ailleurs, une préoccupation qui doit être celle de la collectivité, qui est en tout cas celle du MEDEF, dès lors qu'on cherche à développer ces énergies renouvelables, c'est bien sûr leur compétitivité lorsqu'on les compare à d'autres sources. Et s'il paraît évident qu'il faut, dans les premières années du développement d'un certain nombre de ces nouvelles technologies et de nouvelles sources d'énergie, trouver un mécanisme qui vient financer l'écart de compétitivité, il faut s'assurer qu'on investit sur les énergies qui ont la capacité, le plus rapidement possible, même si je sais que ça se compte en années pour le moins, à atteindre cette parité de coût de production. On avait un petit débat tout à l'heure avec Luc Courcel en aparté sur quelles sont ces énergies qui ont les perspectives les plus attrayantes. Je pense que d'autres autour de cette table sont sans doute mieux placés que moi pour le dire, mais pour nous, c'est un point vraiment important. Il faut qu'on fasse un certain nombre de choix. On ne peut probablement pas soutenir tout type d'énergie sur toute durée. Donc, bien sûr, un financement public est indispensable, mais ce financement, surtout s'il est assis sur les autres consommateurs, doit s'inscrire dans une logique qui est celle d'un investissement pour la collectivité, avec un retour qui doit être de permettre à un certain terme à ce que ces énergies retrouvent leur parité. Troisième commentaire, là aussi j'exprime des évidences vis-à-vis de cette audience, mais les énergies renouvelables, elles ont la caractéristique d'être intermittentes. Elles ont la caractéristique, contrairement d'ailleurs à ce qu'on imaginait il y a quelques années, de ne pas être nécessairement produites exactement à l'endroit où on les consomme, ce qui veut dire que le développement de ces énergies a un impact important sur les besoins de transport et un impact important quant à la nécessité de créer des backups. Et on a vu, on reparlera peut-être tout à l'heure de l'exemple allemand, on a vu combien ces effets-là avaient été sous-estimés dans le plan de développement d'énergie renouvelable qui était mis en place par notre voisin. Donc attention à ces effets et attention effectivement à des effets induits qui peuvent amener quelquefois à des impacts qui sont tout à fait importants. Et puis peut-être le dernier point, c'est les filières et c'est le choix des technologies, mais cette fois-ci très en amont. Je crois que notre pays a la chance d'avoir, il y en a d'ailleurs pas mal autour de moi, un certain nombre d'acteurs industriels qui ont des positions de leaders dans ces métiers. Et nous avons des laboratoires qui ont également des positions aujourd'hui en matière de compétences techniques, quelquefois en matière de propriété industrielle, qui nous permettent là aussi d'avoir des ambitions dans ce domaine. Ces ambitions, il faut qu'on les ait sur les bons sujets, sur les bonnes filières. Et le MEDEF est vraiment très attentif dans les débats que nous avons avec les autorités publiques sur ces sujets liés à l'énergie, qu'effectivement le volet recherche et développement, soutien au développement de nouvelles technologies et soutien par là même au développement de nouvelles filières soit pris en compte. Et puis, comme on parlait en présentant les intervenants d'ONF, je me permets de rajouter une dernière remarque, qui est le sentiment que la biomasse est un sujet qui n'est pas assez regardé en France. Quand nous regardons au sein du MEDEF ce que sont les différents sujets sur lesquels nous nous mobilisons, où les acteurs se mobilisent en matière d'énergie renouvelable, nous avons le sentiment qu'en France, comparé à d'autres pays, ce sujet de la biomasse n'a pas encore été traité avec suffisamment d'attention. Donc pour résumer, oui bien sûr les énergies renouvelables ont un rôle essentiel à jouer au sein du mix énergétique français. En revanche, point d'attention, faisons les bons choix, faisons en sorte que les investissements de la collectivité, que ce soit au travers des tarifs de rachat ou au travers de tout un tas d'autres incitations, permettent effectivement de développer des énergies renouvelables qui soient le plus rapidement possible capables de participer de manière compétitive au mix de production énergétique du pays. Merci. Alors peut-être une toute petite question, mais je réalise juste avant que j'ai oublié de vous parler de l'interprétariat. Poursuivre en anglais, c'est canal numéro 1, en allemand, canal numéro 2, puisqu'il y a des Allemands avec nous dans la salle, et en français, toujours le canal numéro 3. Veuillez m'excuser d'avoir oublié de vous le dire. Une petite question. On a eu beaucoup de témoignages ce matin venus de pays étrangers, y compris d'Allemagne par exemple. On a Andreas Gergen qui est venu nous parler de ce qu'il faisait. Nos deux industriels vont s'exprimer juste après vous. Quelles seraient les leçons à tirer? Est-ce que vous regardez un petit peu ce que font nos voisins au MEDEF, ces aventures industrielles réussies? Enfin, je sais pas, on prend au hasard bonus 2004, 800 personnes, bonus 2013, 8000 personnes, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça vous laisse pas insensible quand même au MEDEF? Non, d'abord, ça ne nous laisse pas insensibles. Et puis, on a bien sûr des relations institutionnelles, en particulier avec le BDI, notre homologue allemand, et puis dans divers
dans diverses instances, nous nous retrouvons aux côtés d'industriels allemands à évoquer ces sujets. Franchement, mon sentiment, et celui qu'exprime le MEDEF dans diverses instances sur le plan de développement très agressif des énergies renouvelables en Allemagne, est un regard plutôt prudent et on va le dire, pas très enthousiaste. Et en tout cas, considérant que nous devons, nous, en France, être attentifs à l'analyse qui peut être faite aujourd'hui de ce modèle pour en identifier les limites et, j'allais presque dire, les erreurs à ne pas commettre. Donc, si je me développe un tout petit peu ces propos, décision brutale d'arrêter la production d'énergie d'origine nucléaire en Allemagne, non concertée, alors qu'évidemment c'est une décision qui a eu immédiatement des impacts importants sur les pays voisins, qui d'ailleurs sont là pour s'assurer qu'effectivement nos amis allemands continueront à avoir accès à de l'énergie électrique dans à peu près toutes les circonstances. Investissement massif dans les énergies renouvelables, sous-estimation de l'impact sur les réseaux de transport et sur la nécessité de développer des capacités de production en backup, ce qui se traduit aujourd'hui par le fait, je rencontrais la semaine dernière à Washington le secrétaire américain adjoint à l'énergie qui me disait en souriant « La Chine n'est plus notre premier client en matière d'exportation de charbon, c'est l'Allemagne ». Donc le charbon américain qui n'est plus brûlé dans les centrales américaines parce que ceux-ci brûlent du gaz dit de schiste, ce charbon-là, il est brûlé dans des centrales allemandes qui conduisent à ce que l'Allemagne soit probablement le seul pays développé à avoir vu l'an dernier ses émissions de CO2 augmenter en valeur absolue. Donc effectivement, alors ceci se traduit également par un très fort déplacement de moyens financiers des consommateurs vers ces investissements en énergie renouvelable, avec un choix très clair qui a été fait par l'Allemagne, qui est de faire peser le coût de ces investissements, donc les prélèvements fiscaux, sur les ménages qui payent aujourd'hui leurs factures électriques 40 à 50% plus chères qu'en France. Et de manière symétrique, en revanche, reconnaissance de la nécessité de préserver la compétitivité des industriels qui sont exonérés de ces financements. Et du coup, les plus gros consommateurs d'électricité en Allemagne payent leur électricité 20% moins cher qu'en France. Enfin, cela dit, sur la facture française, on a eu pendant quelques années monsieur et Madame Michu, qui ont payé le TARTAM, le tarif de retour des industriels qui s'étaient trompés. C'est pour plus glorieux. On paye la péréquation dans les DOM sur notre facture. Chacun met ce qu'il veut dans sa facture d'électricité. Non, absolument. Simplement, le sentiment aujourd'hui, c'est que l'Allemagne a investi massivement. On parle d'une centaine de milliards d'euros d'investissement pour développer, alors c'est sur une période qui n'est toujours pas très claire, mais qui est d'une dizaine d'années, donc investissement massif. Aujourd'hui, l'équilibre même de ce plan est probablement jugé intenable à terme, ce qui conduit d'ailleurs à un certain nombre de débats pour essayer de le réajuster. Et dans le même temps, l'Allemagne, à nouveau, est le pays qui voit ses émissions de gaz à effet de serre augmenter. Je crois que c'est pour nous, un exemple qui suscite pas mal de réflexions et de débats, et certainement pas une direction dans laquelle il faut que nous nous engagions avec enthousiasme. Merci pour cette prise de position. Je pense que certains de la table ronde auront envie de réagir. Luc Courcel, vous êtes président du directoire d'Areva. Vous êtes en train d'installer 120 machines de 5 MW en pleine mer du Nord. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Fin 2014, vous allez peser sensiblement un tiers de la puissance offshore installée en Allemagne. Que faut-il à l'industriel que vous êtes pour que ces énergies renouvelables deviennent aussi une réalité en France ? Alors effectivement, vous l'avez rappelé, nous avons commencé à travailler en Allemagne sur l'éolien offshore en installant en 2009 des turbines en mer du Nord, et ces turbines fonctionnent depuis avec un taux de disponibilité de 98%. Alors je dis ça parce que c'est ça qui crée, et c'est un des premiers enseignements, c'est ça qui crée les références qui sont indispensables pour attirer les investisseurs. Si l'on tire les enseignements de ce qui a bien marché et de ce qui a bien moins marché en Allemagne, je pense qu'il faut d'abord retenir cet aspect-là, la nécessité de pouvoir disposer de démonstrateurs. Moi, je pense que les aides publiques devraient beaucoup plus se consacrer au développement de ces démonstrateurs, y compris dans les aspects réglementaires, que dans le financement de la recherche qui relève plus des entreprises. Deuxièmement, il est absolument impératif qu'il y ait un cadre réglementaire, incitatif, stable. Et ce cadre stable, il est indispensable si nous voulons pouvoir mobiliser tous les financements extrêmement lourds, parce qu'il ne faut pas se cacher que ce sont des activités qui demandent beaucoup de capital.
Et de ce point de vue-là, les stop and go que nous avons pu voir dans certains pays, ou même les simples incertitudes qui ont existé autour des élections allemandes, se sont traduits par le report sine-die d'un certain nombre de projets. Donc cette nécessité d'un cadre stable, elle est absolument évidente. Autre point aussi important qui devrait tous dans la salle, nous industriels, nous préoccuper, c'est d'éviter, comme Jean-Pierre l'a dit, une croissance qui serait débridée. Dans ce domaine-là, nous ne tiendrons pas dans la durée si nous préférons une croissance débridée en quelques années. Je pense qu'il est beaucoup plus sage d'envisager une croissance modérée, progressive, qui nous permette à chacun de tracer notre chemin, au premier projet d'être des bonnes réalisations, d'avoir aussi un coût acceptable pour la collectivité. De ce point de vue-là, il faut prendre garde à un phénomène qui est apparu en Allemagne, qui est le phénomène des surcapacités. C'est-à-dire le fait que finalement, tout investisseur, dès lors qu'il avait un tarif de rachat, pouvait se présenter et indépendamment du besoin du marché électrique, pouvait présenter son projet. Il est indispensable d'arriver à une certaine planification, à un pilotage. Et de ce point de vue-là, nous avons une forte préférence pour les mécanismes d'appel d'offres qui nous paraissent bien plus efficaces pour éviter ces surcapacités. Ces surcapacités, ne nous faisons pas d'illusions, elles détruisent l'industrie électrique. Et en détruisant l'industrie électrique, elles finissent par créer des problèmes pour l'ensemble de la chaîne. Autre point qui est absolument clé, et ça a été évoqué par Jean-Pierre, nous ne pouvons pas imaginer de continuer à développer cette industrie avec le niveau de subvention dont elle bénéficie actuellement. Alors certaines technologies ne sont pas loin de se passer de ces subventions. Je ne dis pas qu'il faut zéro subvention, mais il faut vraiment un effort collectif de toute la profession, promoteurs, développeurs, industriels, pour arriver peu à peu à faire baisser les coûts et à les amener dans une plage d'abord tolérable du point de vue des aides qui sont nécessaires dans les premières années, et puis au plus près des performances des réseaux. Alors de ce point de vue-là, c'est pour ça que nous avons lancé, vous l'avez vu, le développement d'une turbine de 8 MW, tout simplement parce que ça nous paraît indispensable. C'est un des éléments qui permettra de baisser les coûts, de même que les expériences en matière de coûts d'installation. Je parlerai aussi du stockage. Il est clair que dans mon esprit, c'est un des domaines où nous sommes collectivement, au niveau européen d'ailleurs, en retard, même si les initiatives commencent à apparaître. Il faut absolument se lancer dans des programmes de recherche, dans des programmes de démonstration dans le domaine du stockage d'énergie. C'est probablement un des domaines les plus porteurs d'une coopération européenne et d'une coopération franco-allemande, puisque finalement tout le monde est un peu sur la ligne de départ. Et je regrette de ce point de vue-là que dans les systèmes de rémunération aujourd'hui du kilowattheure renouvelable, il n'y ait finalement pas de bonus donné à ceux qui s'équipent de capacités de stockage. Ça devrait être un élément de réflexion pour la suite. Et puis enfin pour nous, il n'y aura pas de réussite dans les renouvelables en France si nous n'arrivons pas à faire ce que nous avons fait pour la quasi-totalité des autres énergies. Quand je dis nous, c'est nous, nos anciens, pour l'ensemble des domaines, c'est-à-dire créer des filières industrielles et compétitives sur le marché international. L'objectif est par exemple sur l'éolien offshore, même si l'Allemagne est un peu devant aujourd'hui, il n'est pas trop tard, nous avons encore la chance de créer des filières compétitives au niveau international. En France, avec des accords franco-français, vous avez vu que ce matin nous avons annoncé un accord avec Schneider Electric dans le domaine du stockage de l'énergie, mais nous pensons aussi européen, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous avez vu que nous avons annoncé un accord avec Gamesa pour aller désormais ensemble sur le marché de l'éolien offshore. On va y revenir sur cette filière Gamesa, industrielle, ces filières industrielles, ça doit être un objectif collectif. Vous nous avez fait passer quelques diapositives qui illustrent la situation actuelle. Vous parliez de l'appel d'offres à l'instant, appel d'offres offshore. On en est aux 2/3 de la moitié de notre objectif de 2020. Le premier appel d'offres 2 gigas, il y a 1 giga dont on attend la réponse. Où est-ce que vous en êtes sur le sol français, malgré ce qui se passe à Bremerhaven? On a vu dans les journaux que vous dégraissiez un petit peu sur Bremerhaven. Donc, et alors du coup, qu'est-ce que vous allez faire sur le sol français? Alors nous dégraissons aujourd'hui un peu à Bremerhaven, tout simplement à cause des incertitudes qui ont été créées et qui font qu'il y a une temporisation dans les différents projets. Ça se traduit par un petit creux de charge. D'où l'intérêt, j'y revenais, de préférer des croissances régulières et éventuellement moins fortes à des croissances débridées, mais hachées. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous participons, vous le savez, au 2e appel d'offres éolien offshore, avec un consortium mené par GDF Suez, Neoen et Électricité du Portugal. Vous noterez le caractère international de ce consortium, parce que ça nous paraît indispensable de viser d'ores et déjà non seulement la France,
mais les pays et d'emmener avec nous des acteurs qui sont des acteurs importants pour le développement international. Et notre objectif, notre contribution, eh bien évidemment, c'est de développer une filière nationale. Alors la filière nationale, ce sera des usines au Havre, et puis c'est d'ores et déjà le travail avec de très nombreuses PME pour les qualifier, des dizaines, pour les qualifier, non seulement pour les projets français, mais aussi pour les projets export. Ça n'est pas concurrent de nos activités en Allemagne, parce que nous pensons qu'il y a un marché qui est énorme devant nous et qu'il va falloir faire croître progressivement les capacités. Et puis ce que nous souhaitons faire aussi en France, c'est d'ores et déjà engager des partenariats, et c'est le cas du partenariat qui vous est présenté ici avec STX. Là aussi, il s'agit de faire baisser les coûts progressivement de ces installations. Et il y a le coût de la turbine, bien sûr, et il y a le coût d'installation. Un partenaire comme STX nous apporte beaucoup de son expérience marine pour justement diminuer le coût des jackets. C'est un des objectifs que nous avons dans l'accord stratégique qui a été signé fin 2012. Et puis dernière image, le quai Johannes Couvert au Havre. Alors ça, c'est le concept de ce qui sera construit au Havre si nous sommes retenus pour les appels d'offres. Quelle est l'idée ? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir véritablement un parc industriel sur lequel l'essentiel des gros composants de ces éoliennes seront construits, à proximité, évidemment, de la mer, avec des grandes facilités logistiques, et la capacité ici d'avoir une usine totalement intégrée, à flux tendu, extrêmement efficace, parce que nous savons que les délais seront aussi un élément clé de ces projets. Quand vous regardez les calendriers, évidemment, c'est un élément clé du financement. Un dernier mot, pourquoi la joint venture, enfin la co-entreprise, avec Gamesa ? Parce que dans un domaine comme les énergies renouvelables, nous savons qu'il y a énormément à faire en matière de nouveaux développements, que cela requiert des moyens financiers, que cela requiert des moyens technologiques, que cela requiert aussi des capacités à combiner des réseaux commerciaux. Et nous n'imaginons pas sur un marché qui va devenir mondial de jouer tout seul. Donc nous nous sommes rapprochés de Gamesa, qui est un acteur qui avait lui aussi des ambitions dans le domaine de l'éolien offshore, qui avait une très grande expérience dans le domaine de l'éolien terrestre, ce que nous n'avions pas, et nous avons décidé de marier nos activités dans une joint venture 50-50 avec un champion européen. Là aussi, ne nous l'aurons pas. Nous allons progressivement, si nous voulons jouer notre carte au niveau international, nous allons vers une consolidation du secteur et c'est le bon moment pour chercher des partenariats, évidemment, à proximité de chez nous, en Europe en particulier. Merci Luc Courcel. Jérôme Pécresse, vous êtes président d'Alstom Renewable Power, vice-président exécutif d'Alstom. Vous aussi, vous intervenez sur plusieurs filières, énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, l'hydraulique, l'hydrolien, CSP, solaire à concentration. Donc peut-être avant de reparler d'éolien, comment se passe la transition énergétique sur les autres filières énergies renouvelables ? Chez Alstom, effectivement, les énergies renouvelables sont depuis plusieurs années un axe important de développement, avec une idée forte, c'est que chez Alstom, on veut couvrir, en tant que producteur d'équipements, l'intégralité ou la quasi-intégralité du mix énergétique de demain. Donc on reste et on restera un acteur important dans le thermique. En revanche, on pense que les énergies renouvelables vont continuer à se développer et il est important pour nous de couvrir cette partie croissance du mix et de couvrir toutes les parties de ce mix d'énergies renouvelables où on pense qu'on peut apporter de la valeur. Donc vous l'avez cité, on est présent sur les énergies les plus établies. Alstom est leader depuis des décennies dans l'hydroélectricité et leader mondial, avec dans l'hydroélectricité toujours, je dirais, une base importante d'emplois et de compétences en France. On aime à dire que dans l'hydroélectricité, la France est 2% du chiffre d'affaires, mais toujours 20% de nos emplois et de nos emplois qualifiés. C'est un peu cette expérience, ce parallèle qu'on va essayer de recréer dans l'éolien offshore, on y reviendra. Donc on est dans l'hydro, on est aussi un acteur important de l'éolien terrestre et éolien en mer, et on y reviendra sûrement dans un instant. Et on est aussi dans d'autres sources d'énergie renouvelable, les grandes centrales à biomasse, le solaire thermique, le photovoltaïque à concentration avec nos amis de Soitec, et je les laisserai en parler, et également les énergies émergentes pour demain, puisque vous savez qu'on développe actuellement une technologie hydrolienne avec laquelle nous espérons participer au projet de ferme pilote dont le gouvernement a annoncé le lancement. Alors l'hydrolien, est-ce que c'est un ITER des énergies renouvelables ou est-ce qu'on a des chances de voir arriver de gros ouvrages de production massive un jour ? Non, je crois que l'hydrolien, c'est une technologie qui a franchi le stade du développement, dont on est maintenant convaincu de la faisabilité technique et dont il reste à prouver la viabilité économique. Et Luc Courcel disait à juste titre que ce stade de la ferme pilote, ce stade des démonstrateurs auquel on va passer dans l'hydrolien, est un stade essentiel du développement de ces technologies qui doivent quand même rencontrer de nouveaux challenges, et c'est souvent un chaînon manquant du financement.
Donc nous nous sommes félicités du lancement d'une ferme pilote hydrolienne. Nous avons annoncé un accord avec GDF Suez pour mettre des machines à l'eau au large du Raz-Blanchard. Et je crois que c'est important maintenant d'avoir un retour d'expérience sur ces machines, et non seulement de savoir combien elles vont coûter, mais de savoir combien elles vont coûter à installer, combien elles vont coûter à maintenir dans la durée. Et c'est ça qui permettra de savoir s'il y a une perspective raisonnable à horizon 2020 ou après de compétitivité économique pour la filière hydrolienne. Mais étant un acteur de l'hydro et de l'éolien, il est assez naturel pour nous de s'intéresser à l'hydrolien qui est quelque part à la convergence de ces deux technologies. Alors revenons sur l'éolien. L'appel d'offres offshore vous a mis le pied à l'étrier pour démarrer une aventure industrielle comme on en démarre une tous les 50 ans ou tous les 30 ans. Votre éolienne Aliade ouvre carrément la vidéo « La France se réinvente » qui a été présentée le 12 septembre à l'Élysée dans le cadre du lancement de la Nouvelle France industrielle. Concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à Cherbourg, à Saint-Nazaire ? Je crois qu'effectivement, l'éolien offshore pour Alstom, c'est une belle histoire qu'on est en train d'écrire, avec une composante technologique et une composante industrielle. La composante technologique, elle, donc, c'est cette turbine, cette Aliade 6 MW avec un rotor de 150 mètres, dont on est assez convaincu qu'il va être le standard du marché pour les années à venir, que nous avons développé avec nos ingénieurs et sur la base de nos compétences de l'éolien terrestre. Le premier prototype est installé maintenant depuis 2 ans sur terre entre Nantes et Saint-Nazaire. Le deuxième l'a été au large des côtes belges il y a maintenant quelques semaines. Et nous allons annoncer très prochainement, la semaine prochaine, un premier succès commercial important pour l'exportation de nos éoliennes offshore. Donc ce développement technologique continue et nous sommes encore une fois tout à fait confiants d'avoir la bonne plateforme avec notamment une technologie à entraînement direct qui permet de ne pas avoir de boîte de vitesse qui a toujours été considérée par de nombreux acteurs comme le talon d'Achille des éoliennes offshore. Alors commercialement, sur le marché domestique qui est essentiel pour nous, nous sommes mariés avec EDF, et Antoine Cahuzac en dira sûrement un mot, puisque nous avons un accord réciproquement exclusif avec EDF sur le marché français. Et c'est important pour nous d'avoir une base d'activité durable, et je dirais avec une visibilité suffisante sur le marché domestique, pour nous lancer à l'exportation avec la crédibilité suffisante. Donc ces développements avec EDF sont connus. EDF a remporté avec une turbine Alstom 3 des 4 champs qui ont été alloués dans le cadre du premier appel d'offres, et EDF participe avec nos turbines à l'appel d'offres en cours sur les 2 champs du Tréport et des 2 îles. Alors industriellement, et c'est la dernière composante, nous avions dit que si nous gagnions au moins 2 champs du premier appel d'offres, nous construirons en France un dispositif industriel, et je crois que c'est très important. Aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, il est évident que la composante emploi aide beaucoup à l'acceptabilité de ces énergies et aide beaucoup à un soutien durable des pouvoirs publics. Donc en termes d'emploi, je crois il y a un écueil qu'il faut éviter, c'est l'écueil des promesses non tenues. Et donc on tenait chez Alstom à tenir nos engagements, à les tenir vite. Donc nous avons commencé à la construction des 2 usines à Saint-Nazaire il y a maintenant de nombreux mois. Donc les 2 usines qui fabriqueront à Saint-Nazaire les nacelles et les alternateurs qui vont dedans sont en cours de construction et seront construites à l'été. Elles rentreront en production à partir de l'automne 2014. Nous avons déposé les permis de construire de nos usines à Cherbourg qui fabriqueront notamment les pales d'éoliennes. Et donc là, on parle d'une construction qui sera plutôt au cours de 2015. Et donc ce plan industriel se déroule. En parallèle de ce plan industriel, nous travaillons aussi de façon très étroite avec les sous-traitants et les co-traitants dans les régions où nous sommes installés. Pays de la Loire avec Néopolia, Vendée avec Vendée Expansion et Normandie. Nous avons des journées de rencontres. Nous commençons à les qualifier pour la production de nos éoliennes. Donc c'est toute cette démarche qui est lancée, qui se traduit aujourd'hui non seulement par des mots, mais par des réalités sur le terrain. Et je crois que c'est très important de le montrer, nous en sommes très fiers. Alors une question à tous les deux, en commençant peut-être par Luc Courcel. Comment est-ce que vous allez sécuriser tout ça ? Vous l'avez très bien dit, il faut rapidement aller vers l'export. Pour autant, est-ce que vous êtes crédibles tous les deux à l'export, sans un marché national fort ? Et en clair, est-ce que vous croyez toujours à la deuxième partie ? Alors je ne sais plus si on doit l'appeler troisième ou deuxième. Certains disent troisième. Pour autant, on avait 2 appels d'offres de 3 gigawatts. Donc bref, les 3 derniers gigawatts qui manquent, vous y croyez encore, Luc Courcel ? Oui, moi j'y crois, mais je pense qu'il appartient à notre profession de démontrer que nous savons tenir les promesses que nous avons réalisées, que nous avons formulées. Donc là aussi, il faut y aller progressivement, il faut sécuriser les projets du premier appel d'offres, il faut commencer à travailler sur les projets du deuxième, et puis progressivement aussi travailler sur le troisième. Tout ça représentera bien entendu, vous l'avez dit, des références. Nous en avons déjà, comme je le disais, avec ces références importantes en mer du Nord, sur le marché allemand, et puis il faudra à partir de là continuer à travailler sur le marché britannique, qui est un des marchés les plus importants en Europe. Mais je pense que là aussi, donnons un peu de temps au temps.
Et ça vaut mieux qu'une précipitation qui pourrait se traduire par des emballements, encore une fois, des croissances débridées. Nous avons tous beaucoup à faire avec l'ensemble des projets qui se présentent. Jérôme Pécresse, comment vous allez sécuriser l'addition d'emplois que l'on a vue sur votre petite vidéo ? On la sécurisera s'il y a une pérennité du développement d'abord sur le marché domestique. Donc, comme l'a dit Luc Courcel, je crois qu'il est d'abord important. Il y a une première chose qu'on n'a pas dit et qu'il faut redire de façon claire. Il est important que les succès du premier appel d'offres se traduisent par des réalisations rapides. Et là, il y a un écueil possible, qui est l'écueil auquel fait face dans ce pays toutes les énergies renouvelables, qui est les délais prévisibles d'autorisation administrative si les procédures d'autorisation ne changent pas. Nous, on a l'idée quand même que ces champs seront installés avant 2020. On sait très bien que s'il n'y a pas des décisions qui sont prises pour limiter la possibilité de recours abusif ou d'empilement des recours pendant 5, 6, 7, 8 ou 10 ans, les champs ne se feront pas aussi vite qu'ils sont censés se faire, et c'est un risque important pour la filière. On sait très bien, quand on parle du terrestre, qu'il faut 7 à 8 ans en France pour développer un champ d'éolien terrestre, contre 2 à 3 ans en Allemagne, et que c'est une source importante du retard de la profession en France, et c'est clairement quelque chose dont le législateur doit s'emparer, a fortiori dans le souci actuel de simplification des procédures administratives. Donc sécuriser les champs du premier appel d'offres, gagner une toute ou partie du deuxième appel d'offres, et ensuite on s'attend avec confiance à ce qu'il y ait d'autres appels d'offres dans les années à venir en France, à la fois sur de l'éolien posé et aussi sur de l'éolien flottant, qui est la frontière de demain pour l'éolien offshore, et qui c'est un sujet sur lequel nous travaillons chez Alstom. Alors une fois cette base domestique sécurisée, qui demande aussi, et là Luc Courcel l'a dit, un contexte réglementaire stable, nous on s'attaque déjà à l'exportation, et on est tout à fait confiant qu'on a la technologie pour le faire, et Alstom a l'habitude de participer à de grands projets d'énergie à l'exportation partout dans le monde, et donc c'est pas du tout quelque chose qui nous fait peur. Je crois que le dernier sujet qui est important, c'est qu'effectivement que dans tout le débat actuel sur les tarifs de soutien aux énergies renouvelables en Europe, l'éolien offshore ne soit pas une victime collatérale, et je crois qu'autant il est sain d'avoir un débat sur le sujet, autant il est clair que la pérennité de tarifs granitiques et figés dans le marbre pour des sources d'énergie établies qui auraient dû déjà ou qui vont acquérir rapidement une compétitivité réseau est un bon débat. Autant se poser la question de différentes formes de soutien selon le degré de maturité différent des technologies est un excellent débat. Et nous, on pense tout à fait que l'éolien offshore atteindra un jour la parité réseau. On y travaille avec des turbines moins chères, avec des turbines plus productives, en travaillant sur les autres éléments de facteurs de coût que sont par exemple les fondations ou les bateaux d'installation. Autant il ne faut pas que ce débat sur les tarifs de soutien serve de prétexte à une vendetta contre les énergies renouvelables dont l'éolien offshore pourrait être une victime collatérale. Donc là, c'est un risque par rapport auquel il faut rester vigilant, mais Jean-Pierre Clamadieu et Luc Courcel y ont fait allusion. On va redonner la parole à Jean-Pierre Clamadieu pour réagir face à ces projets concrets. Là, on est dans du dur, mais juste avant, tout de même, on va parler un petit peu de chaleur renouvelable, parce que c'est le gros défaut français quand on parle énergie en France. Au bout de 10 minutes, on parle électricité, au bout de 12 minutes, on parle nucléaire, vous le savez tous. Et là, on va parler chaleur. On a Jean-Yves Collet qui est avec nous, il est député de Lyon, il est président de l'Office national des forêts, il est le gestionnaire des 4,6 millions d'hectares de forêts publiques et domaniales qui recouvrent 26% du pays. Donc, on va tout de suite passer à cette chaleur renouvelable. Comment peut-on concilier un développement massif du bois énergie en France sans attaquer ce gisement de biomasse, et tout en pratiquant une gestion durable de la forêt. D'ailleurs, ça veut un peu dire la même chose. Donc, bref, quel rôle de la forêt dans la transition énergétique ? Bien, écoutez, merci de nous inviter à cette petite promenade dans le plus grand capteur solaire du pays, quand même. Hein, et puis l'énergie solaire, on la capte et on la stocke sous forme de cherne carbonée qu'on peut transporter, réutiliser, sous forme de matériaux ou sous forme de combustible. Et si je pouvais répondre à votre question d'une seule phrase, je dirais on peut résoudre la question de l'utilisation énergétique du bois et de la production forestière en optimisant le recyclage du bois qui a été utilisé comme matériau. C'est idiot d'utiliser une seule fois un matériau qu'on peut utiliser 2 fois. D'autant qu'une des problématiques de la mobilisation de la biomasse forestière, qui est quand même très importante, c'est la logistique. Le bois est en forêt, le besoin d'énergie n'est pas en forêt. Et transporter, rassembler est quelque chose de coûteux. Il va de soi que si l'on peut profiter dans le cadre d'un recyclage bien organisé de la logistique déjà payée par la mise en œuvre du bois dans sa forme construction, meubles, fibres, etc.,
on utilise en quelque sorte sa fonction énergétique en deuxième rideau avec une économie logistique de concentration de matière tout à fait importante. Voilà ce que je peux répondre à ça. La forêt française produit 30 millions de mètres cubes par an, pas tout à fait négligeable. On pense qu'on pourrait récolter une dizaine de millions de mètres cubes supplémentaires. Reste à être prudent sur ces grands chiffres. Je le dis à tous les énergéticiens qui sont présents ici. Les mètres cubes non récoltés ne sont pas les plus faciles à aller chercher. Donc ne nous enthousiasmons pas sur ce qu'on ne récolte pas. Essayons de valoriser au mieux, d'où mon obsession du recyclage, ce que l'on récolte déjà. Je voudrais aussi dire mon espoir dans toutes les technologies nouvelles visant à transformer la chaîne carbonée de la cellulose et de la xylocellulose du bois en gaz. Parce que si on peut faire ça au sortir des massifs forestiers, on a aussi résolu une grande partie du transport. Parce qu'on sait transporter du gaz, on sait stocker du gaz, c'est plus facile à faire que de transporter du bois. Donc voilà, ça c'est une piste pour l'avenir. C'est une piste d'autant plus que, vous le savez, brûler du bois n'est pas non plus technologiquement aussi simple que ce que pouvaient croire nos ancêtres dans leur cheminée. Il y a aussi des émissions de particules, il y a aussi des fumées, il y a aussi des perfectionnements technologiques à opérer pour valoriser au mieux les capacités énergétiques du bois. Moi, je voudrais insister sur une particularité de la forêt au plan financier. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains participants. La plupart du temps, quand on investit lourdement dans une période de temps courte et on récupère ensuite un revenu petit pendant une période de temps qu'on espère aussi longue que possible pour amortir l'investissement. La forêt ne fonctionne pas comme ça. En forêt, on investit peu. J'ai même coutume de dire on investit de façon catalytique par rapport aux produits espérés. Pendant une période de temps assez longue, 10 à 15 ans, 20 ans. Ensuite, on n'investit plus du tout. Et au bout de très longtemps, on récupère énormément d'argent en une seule fois. Donc c'est un cycle financier qui n'est pas familier des investisseurs et qu'il faut prendre en compte dans la bonne valorisation des potentialités de production. Il faut que nous retrouvions, c'est le sens du fonds stratégique pour le bois qui a été créé très récemment, c'est de mobiliser les financements nécessaires pour que la forêt française continue de produire et d'optimiser sa production. Vous venez de dire au bout de très longtemps, on récupère effectivement une somme d'argent importante quand on sait où se trouve la parcelle, parce qu'au fil des héritages, il y a eu tout un tas de nouveaux propriétaires qui quelquefois s'ignorent, qui quelquefois ne savent même plus où se trouve la parcelle, enfin quand ils s'ignorent pas, ne savent plus où se retrouve la parcelle. Alors j'ai bien dit tout à l'heure que vous vous occupiez de la forêt publique et de la forêt domaniale. Pour autant, est-ce qu'il faut faire quelque chose sur le remembrement de la forêt privée? Est-ce qu'il faut carotte ou bâton pour inciter les propriétaires forestiers à aller exploiter leur bout de parcelle? Oui, je pense que c'est un enjeu tout à fait important. La forêt publique représente le quart de la forêt, produit 40% du bois. La forêt privée organisée, celle qui est soit en grande surface, soit regroupée en coopérative, a le même type de performance. Donc ce qui reste, je vous laisse à penser la faible performance en termes de récolte. Il y a donc des processus qui sont déjà existants, mais qu'on va moderniser au titre des biens vacants et sans maître, au titre du droit de préférence en cas de mutation, avec les groupements d'intérêt économique et écologique forestiers, pour mobiliser cette ressource. Mais attention, nous ne parlons ici que de la ressource bois. La forêt produit aussi autre chose. La forêt produit de la biodiversité. On va en parler aussi prochainement au Parlement. Il ne faut jamais l'oublier. La forêt produit aussi une aménité sociale, paysagère, récréative extrêmement importante, de plus en plus convoquée par nos concitoyens. Je pense que cette multifonctionnalité est une nécessité, qu'elle est tout à fait compatible avec une exploitation rationnelle, avec la renouvelabilité de la ressource. Je pense qu'il faut effectivement cultiver cela et ne pas opposer forêt exploitée, forêt protégée, forêt mise en valeur, forêt abandonnée. La forêt est un potentiel, elle mérite une attention et elle ne coûte pas si cher que ça, j'insiste lourdement, c'est un investissement intéressant.
Alors une toute dernière question, mais cette fois-ci pas au président de l'ONF, plutôt au parlementaire que vous êtes. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de cette grosse loi qui se prépare pour avant la fin de l'année? Que se dit-il dans les couloirs de l'Assemblée? Il va falloir s'y mettre. Il y a déjà beaucoup d'idées qui circulent. Sur la transition énergétique, oui. Vous m'avez coupé la quasi-totalité de mon intervention en disant qu'en France, quand on parle énergie, au bout de 30 secondes, on parle électricité et au bout d'1 minute, on parle nucléaire. Mon souhait en tant que parlementaire, membre et responsable d'ailleurs de mon groupe dans la commission du développement durable, c'est de tout faire pour que le débat soit bien énergétique sur l'ensemble du spectre des énergies, au rang desquelles d'ailleurs le chauffage, la composante thermique, la composante transport sont extraordinairement importantes. Ça n'est pas pour minimiser ce qui va se passer sur l'électrique, bien entendu, mais c'est pour dire que nous devons absolument éviter de focaliser un débat large sur une partie seulement de ces enjeux. C'est la meilleure façon de se diviser, voire de s'émietter avec les pour et les anti quelque chose. Je souhaiterais aussi qu'on puisse prendre en compte le fait que toutes les énergies, dès lors qu'elles ont affaire à transformer une matière, sont des processus de transition. Les énergies fossiles étaient une transition. Le nucléaire est aussi sans doute transitoire. Le solaire d'aujourd'hui est également transitoire. Il faut que nous ayons aussi dans l'idée qu'il n'y a pas une solution réglant tous les problèmes, mais sans doute la nécessité d'une organisation plus systémique face à nos besoins, économie, variété, logistique. L'énergie pertinente n'est pas toujours la même au même endroit et suivant les usages. Voilà ce que je voudrais qu'on aborde dans cette loi. Merci Jean-Yves Collet. Alors, photovoltaïque, énergie transitoire, on va voir ça tout de suite, si vous me permettez, Jean-Pierre Clamadieu. On va peut-être écouter Soitec aussi avant. Vous venez de parler d'autres filières mettant en œuvre la chaleur renouvelable. Je précise qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la géothermie qui sont là aujourd'hui dans la salle, qui auraient peut-être aimé qu'il y ait un représentant de la géothermie à cette table ronde, mais je crois que là on n'avait plus de chauffeuses, plus suffisamment. André-Jacques Auberton-Hervé, vous êtes président directeur général de Soitec. Donc vous êtes depuis plus de 20 ans sur la microélectronique, vous êtes un SMH du LETI, le gros laboratoire d'électronique et de technologie d'information du CE à Grenoble, et vous avez décidé depuis 4 ans de vous lancer sur le solaire photovoltaïque. Donc vous répondez presque à ce qui vient d'être dit. Le photovoltaïque d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, ne sera sans doute pas celui de demain. Comment a germé l'idée? Où est-ce que vous en êtes? Écoutez, notre croissance dans la microélectronique, c'est toujours basé sur l'innovation. La microélectronique est un monde où aussi l'Asie est extrêmement représentée. Donc comment être une ETI dans ce monde de l'innovation microélectronique? C'est une innovation de rupture, c'est-à-dire nous choisissons toujours de se lancer dans des marchés importants. Ah, attendez, problème de micro. Prenez-en un autre. Problème de pile, peut-être. C'est bon? Non, c'est bon. Bon. Donc nous choisissons l'innovation de rupture dans nos métiers. Nous sommes le leader aujourd'hui des matériaux semi-conducteurs de haute performance. Alors pourquoi l'énergie? L'énergie est venue à notre monde. Le photovoltaïque, c'est un monde de semi-conducteurs. Et donc nous avons décidé de regarder dans notre portefeuille de technologies, dans nos savoir-faire, dans notre innovation de rupture, comment se positionner dans ce monde-là. Deux paramètres très importants. Nous avons perçu un changement très fort dans le positionnement du marché et une migration du monde du panneau solaire vers le monde de l'énergie au tournant des années 2010. Et grâce à cela, nous nous sommes dit il faut parier sur l'efficacité énergétique, améliorer l'efficacité de conversion. Nos technologies nous permettent de faire des ruptures dans ce domaine. Et nous l'avons prouvé, puisque après 4 ans, nous détenons aujourd'hui le record de conversion à base d'énergie solaire, record mondial. Nous sommes à 45% de conversion au niveau de la cellule que nous avons développée, ce qui nous permet d'être 2 fois plus efficace au minimum par rapport à l'ensemble des autres acteurs photovoltaïques. Et je pense qu'en termes de record de conversion énergétique par rapport à une source d'énergie, 45%, c'est parmi les records mondiaux. Ça, c'est un rendement laboratoire, parce qu'il y en a plein qui ne doivent pas comprendre. Rendement laboratoire, et à comparer à combien sur le cristallin? Alors, le silicium cristallin est aux alentours. En gros, plutôt, il y a un facteur 2. Voilà. Il y a un facteur 2 au niveau de la mise en œuvre sur le module, c'est-à-dire réellement la production d'électricité. Donc, en gros, un facteur 2 par rapport au silicium cristallin. Le silicium cristallin ne capte qu'une petite partie du spectre solaire. Nous avons développé, grâce à nos technologies,
une cellule qui capte de l'UV jusqu'à l'infrarouge, le silicium capte le rouge et l'infrarouge, donc ça donne à peu près la même chose, c'est-à-dire ce facteur 2. Donc c'est une rupture majeure, rupture importante, qui nous permet de nous positionner par rapport à la compétition mondiale. L'innovation, ce n'est pas uniquement dans le domaine technologique. Nous avons aussi, et là je rejoins ce que M. Oursel a mentionné, nous sommes aujourd'hui en train de construire 44 MW en Afrique du Sud. 44 MW en Afrique du Sud pour une société comme la nôtre, où nous avons fait la totalité du développement. Il a fallu trouver des solutions de financement innovantes. Et nous sommes face à cette équation, comment construire 44 MW de CPV en Afrique du Sud. Nous avons mis en œuvre un emprunt obligataire. Nous avons été parmi les 3 premiers emprunts obligataires positionnés sur les grandes centrales solaires photovoltaïques. Un emprunt obligataire tout à fait classique dans le monde des infrastructures d'énergie, mais qui n'avait pas été positionné dans les infrastructures larges du domaine de la création d'énergie. Pour lever combien ? Nous avons levé 1 milliard de rand, ce qui correspond à peu près à au-delà de 100 millions de dollars. Donc ça nous a permis de financer cette ferme solaire. Je reviens sur l'innovation. L'innovation technologique est une chose. Le marché a quand même énormément changé. Si on regarde 2012, 80% des installations photovoltaïques étaient en Europe, 50% en Allemagne. 2016, 80% des installations photovoltaïques seront hors Europe. Et dans ces installations, près de 30% seront des grandes centrales solaires, c'est-à-dire des centrales énergétiques, le monde de l'énergie et non pas le monde des panneaux solaires. Donc cette migration nous permet de nous positionner sur un marché où l'efficacité énergétique trouve toute sa valeur et notre différenciation trouve toute sa valeur et nous permet d'être un leader dans ce nouveau marché des grandes centrales solaires à l'exportation. Comment est-ce que vous pouvez être crédible à l'international si vous avez un marché national pas si fort que ça ? Mais écoutez, je pense que c'est très important d'avoir un marché national. D'ailleurs, je tiens à saluer l'initiative puisque la filière CPV et les cellules à forte efficacité qui sont au cœur de cette filière CPV ont été retenues dans le cadre de l'initiative de M. de Montebourg dans la nouvelle filière industrielle française, dans la nouvelle France industrielle. Donc nous sommes aujourd'hui au cœur de la transition énergétique. Cette filière française, nous la structurons grâce à nos partenaires, donc Alstom, DFEN, un certain nombre d'autres développeurs français. Donc je pense que c'est important d'avoir cette référence. On parlait de référence. Il est important pour les financeurs internationaux d'avoir des références. Et avoir une référence française pour une société française me semble tout à fait indispensable pour convaincre à l'international et à l'export que cette filière est réellement une filière qui va être, je dirais, un point important dans le mix énergétique photovoltaïque mondial. Une toute dernière question. On avait ce matin avec le ministre turc qu'il imposait un certain contenu local. Est-ce que ça veut dire que vous allez vendre des chaînes de fabrication à l'étranger ? Alors notre positionnement, 2/3 de nos activités microélectroniques sont en France. Nos usines sont en France. Nous avons l'habitude de produire en France dans la partie sur laquelle nous faisons des ruptures technologiques. Nous gardons ce savoir-faire, nous gardons, je dirais, ce qui est une grosse partie de l'investissement dans cette filière photovoltaïque comme dans la filière microélectronique, le savoir-faire dans ces matériaux innovants, ces matériaux de forte performance. Ce cœur technologique restera en France. Par contre, notre technologie a l'avantage de mettre en œuvre cette cellule solaire dans un système optique qui est mis sur un héliostat, donc de la construction mécanique, de l'assemblage. Et cette partie-là, il nous semble pertinent, dans le cadre des appels d'offres aujourd'hui internationaux, où le contenu local, il nous semble pertinent de la localiser proche du lieu d'utilisation. Donc c'est à la fois c'est une filière dont le contenu, je dirais, mécanique, le contenu qui est localisable, permet justement d'avoir ce côté gagnant-gagnant, sachant que la partie semi-conducteur est développée en France dans le cadre de partenariats recherche publique, recherche privée, comme vous l'avez mentionné. Le LETI et le CEA est un partenaire de longue date dans ce domaine. Il nous a accompagnés dans la microélectronique, il nous accompagne aujourd'hui dans le solaire, il nous accompagne aussi dans les LED, le domaine de l'éclairage, puisque la performance énergétique va au-delà du photovoltaïque pour Soitec. Nous sommes aussi dans les 3 piliers de croissance de Soitec dans la performance énergétique. Et nous avons développé aussi avec l'Allemagne, le Fraunhofer, une collaboration entre le LETI et le Fraunhofer sur cette filière. Donc voilà, c'est ça la force, je dirais, de cette filière française localisé à Grenoble pour ce composant qui est le record mondial aujourd'hui de conversion d'énergie. Donc presque 45%. Presque 45%, voilà. Rendement laboratoire. En commercial, ça va donner ?
Eh bien, écoutez, en commercial, nous avons un aujourd'hui, nous savons que nous serons à 50% d'ici 2 ans, ce qui nous permet d'avoir un module à 40% qui va être mis en production en 2015. Voilà, c'est-à-dire que nous prenons toujours une dégradation par rapport au laboratoire. Et nous avons aujourd'hui une technologie reconnue, puisque le Fraunhofer et l'Office national américain du renouvelable ont démontré que c'était la filière qui permettait de monter à 50%. La technologie Soitec aujourd'hui est la seule qui permet d'amener à 50% une conversion électrique directe du soleil. Jean-Pierre Clamadieu, je sais que vous devez nous quitter, vous avez un impératif, mais juste avant de partir tout de même, là, on est sur du lourd, on est sur du concret. On vient de voir des exemples de l'innovation sur du photovoltaïque, sur de l'éolien. Quelle est la réaction du MEDEF face à ces projets hyper concrets ? Elle est enthousiaste. Non, elle est enthousiaste. Je pense qu'effectivement, les commentaires qui ont été faits par les dirigeants d'Alstom, d'Areva, de Soitec, le commentaire que vous venez de faire, monsieur le député, en votre qualité, entre autres, de président de l'ONF, je pense que tout ça illustre très concrètement ce qu'on veut voir se développer. Et je pense que les démonstrateurs technologiques dont nous avons vu quelques images tout à l'heure, ils illustrent effectivement la capacité que nous avons en France à marquer des points à l'export, à marquer des points sur notre territoire. Et nous sommes vraiment convaincus au MEDEF que dans ce domaine-là, comme d'ailleurs plus généralement dans les sujets qui touchent au développement durable, il y a pour les entreprises d'extraordinaires opportunités de développement. Et donc, me trouver à cette tribune, ou en tout cas sur cette estrade, avec un certain nombre d'entreprises qui illustrent ce potentiel et qui illustrent comment ce potentiel peut se transformer en réalité, j'avoue que j'en suis très heureux. Merci. Alors, on va écouter maintenant le point de vue d'un développeur, enfin développeur et industriel aussi. J'aurais presque pu le faire parler en même temps que les développeurs. Antoine Cahuzac, vous êtes directeur général d'EDF Énergie Nouvelle. Donc, commençons peut-être par la vision d'un développeur. Réalité des énergies renouvelables en France, vue d'EDF Énergie Nouvelle. Écoutez, je pense que s'il y a un endroit où il y a certainement un consensus sur le fait qu'il y a une réalité des ENR en France, ou un secteur industriel des ENR, c'est dans cette salle et sur cette tribune. Je crois qu'on en a eu des démonstrations avec les orateurs qui vont précéder. Et dans la salle, je crois que tout le monde en est convaincu. Quelques données peut-être physiques, parce que ça permet de situer un peu le problème. Il y a près de 8 gigawatts d'éolien en France, un peu plus de, on va dire, 4,5 gigawatts PV, hors hydro, bien entendu. Il y a toutes les autres technologies. J'ai un tropisme un petit peu vers l'éolien et le PV, je m'excuse auprès de la biomasse. Parlez un peu de géothermie, il y a plein de gens de la géothermie. Voilà, donc je m'en excuse auprès d'eux, mais ce que je vais dire sur l'éolien ou le PV est valable peu ou prou pour les autres technologies sur lesquelles nous sommes également présents. En tout, je pense qu'il y a près de 5% de la production d'électricité en France qui vient des énergies renouvelables. Donc il n'y a aucun doute. Il y a une multitude de PME, quelques dizaines de milliers d'emplois. C'est très difficile de dire exactement combien précisément, parce que certaines entreprises ne travaillent pas uniquement dans ce secteur, mais on peut facilement dire qu'il y a quelques dizaines de milliers d'emplois qui sont sur le secteur des renouvelables. Donc c'est une réalité française. Cela dit, le secteur des ENR en France, on ne peut pas vraiment dire qu'il descend un long fleuve tranquille. Voilà, je pense. Pour autant, alors effectivement, il y a des difficultés, il y a des risques, il y a des distributeurs de messages de bouteilles à moitié vides, il y a des distributeurs de pots de banane. Comment vous réagissez ? Non, je ne verrai pas la chose de cette façon aussi manichéenne. Je pense qu'il y a des difficultés, que le secteur en est parfaitement conscient. D'abord, il y a une difficulté sur la filière amont, si j'ose dire, du côté des fabricants, avec évidemment de grandes différences selon les technologies. Tous les journaux se sont fait l'état des difficultés du secteur solaire en Europe et en France. J'ai envie de traduire ça en disant que le marché des commodities, les marchés sans valeur ajoutée dans les énergies renouvelables, a probablement un avenir assez difficile en Europe, compte tenu de la concurrence de pays émergents. Au-delà de ça, les difficultés auxquelles le secteur a à faire face, c'est qu'aujourd'hui encore, dans la plupart des endroits, le coût de l'électricité produite par les ENR est un sujet. Je ne dis pas c'est un problème, je dis c'est un sujet. Et après tout, la volonté politique peut permettre de traiter ces sujets, et ça pose la question, vous en avez parlé, du financement de ces ENR, qui est aussi un sujet qu'il faut traiter. Il y a des problèmes techniques, là aussi, je pense que tout le monde en est conscient, que ce soit l'amélioration des capacités de stockage, que ce soit l'intégration sur les réseaux électriques, les problèmes liés à l'intermittence. Ce sont des choses qu'il faut absolument traiter si on veut pérenniser ce secteur. Il y a aussi un autre sujet, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se voile la face, tout acteur que nous sommes des énergies renouvelables, c'est le problème de l'acceptabilité et de la compréhension de ces énergies par le public.
Le délai moyen de réalisation d'un parc éolien en France, je ne sais pas si c'est 5, 6 ou 7 ans, mais c'est très long. Et on a dit 7-8 ans ce matin. Oui, 7 ans, 8 ans, ça dépend 2, un 3 petit ans peu. en Allemagne. Enfin, en tout cas, c'est très long. Et c'est très long, et quand on est, comme j'ai la chance de l'être, à la tête d'une entreprise qui est filiale d'un grand groupe, c'est des obstacles qu'on est capable de franchir. Mais sincèrement, pour des développeurs de taille moyenne, supporter pendant 6-7 ans des coûts de développement sans savoir quelle va être l'issue, c'est vraiment un challenge tout à fait difficile. Donc je crois que ce secteur aussi, la difficulté de régler et de résoudre les questions de ce secteur est rendue plus ardue parce que c'est un secteur qui est multifacette. Il y a différents types d'acteurs. Honnêtement, EDF Énergie Nouvelle, GDF Suez ou d'autres, on a une certaine taille, on est internationaux. Les petits ou les moyens développeurs qui sont uniquement en France, ce n'est pas les mêmes sujets. Donc, selon les technologies, selon les types d'acteurs, il faut arriver à trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Ça va pas être simple. Je pense que le secteur des ENR a besoin d'un certain nombre de facteurs exogènes pour se pérenniser, pour arriver à s'inscrire dans la durée et, je dirais, être un secteur industriel avec toutes ces caractéristiques. La première chose, en général, on parle d'ambition en matière de renouvelable. Moi, je sais bien les ambitions, mais moi, je préfère les programmes. J'ai l'impression que sur un programme, on peut plus facilement baser des investissements. On a tous beaucoup d'ambition, mais je pense qu'on serait tous contents d'avoir des programmes clairs, visibles, avec des appels d'offres pluriannuels, sur lesquels on peut s'engager et qui permettent à ce secteur, que ce soit la filière amont, les développeurs, ou les constructeurs, donc de s'investir. Ça ne va pas être simple pour les petits développeurs, les appels d'offres pluriannuels? Je pense qu'il y a, sincèrement, ça on pourra y revenir sur la question des petits développeurs, je suis convaincu qu'il y a de la place pour des systèmes qui ne soient pas monomaniaques appels d'offres. On peut parfaitement imaginer un système d'appel d'offres qui peut permettre à la filière amont de se stabiliser, mais ça qui n'empêche absolument pas le développement de parcs ou d'installations d'énergie renouvelable qui soient en dehors de ces appels d'offres. Donc j'ai un peu tendance à ne pas rentrer dans ce débat-là. On a besoin d'un système réglementaire qui, sinon simple, soit au moins stabilisé. Ce qui est, honnêtement, je crois qu'on l'a tous dit, on l'a tous vécu, c'est quelque chose d'assez difficile à encaisser. Alors, étant présent dans 18 pays, je peux dire à ceux qui n'ont pas cette caractéristique que ce n'est pas spécifique à la France. Il y a beaucoup de pays où la réglementation est un peu comme le courant alternatif, hein, ça change souvent. Le député Collet vous écoute attentivement. Comment ? Le député Collet vous écoute attentivement. J'espère bien. J'espère que ce n'est pas le seul. On a un sujet, effectivement... Il y en a d'autres dans la salle. Il y a Delphine Bateau qui écoute attentivement aussi. Tiens, j'avais oublié de le dire. Il y a un problème. Pour pérenniser ce secteur, je pense aussi qu'il faut qu'on règle, vous en avez dit un mot, enfin plusieurs acteurs en ont dit un mot, du problème des financements. On a parlé de la CSPE. Je ne sais pas quel est le bon système, il y en a plusieurs qui sont envisageables, mais se dire que c'est le consommateur d'électricité la plus décarbonée qui supporte seul les efforts en matière d'énergie renouvelable est quelque chose qui me semble un peu paradoxal. Je ne dis pas que la solution est simple, je dis que celle-ci mériterait d'être un petit peu approfondie. La R&D, la recherche et développement, j'ai fait tout à l'heure une remarque à propos, à mon avis, du peu d'avenir que je voyais au marché des commodities, c'est-à-dire vraiment du produit sans valeur ajoutée. Il est évident qu'il faut que la puissance publique nous aide à orienter la recherche vers ces technologies prometteuses qui, en gros, nous protégeront d'une concurrence venant de pays émergents qui ont d'excellentes capacités de développement de produits standards. On a parlé du contenu local. Ça, c'est quand même quelque chose aussi assez fantastique. Il faut à la fois être compatible avec les règles européennes et en même temps, il faudrait introduire cette dimension de contenu local. Que vous soyez au Brésil, en Turquie, en Afrique du Sud, en Inde, bref, dans tous les pays, pratiquement, il y a des appels d'offres, il y a des exigences de contenu local. Le Canada, ça va être de l'ordre de 60%. Enfin, je peux vous citer comme ça des exemples où, nécessairement, les énergies renouvelables sont synonymes de création d'emplois en grand nombre du fait de cet effort qui est fait sur la filière amont. Voilà, donc ça, c'est... Comment dire, c'est des... Une dernière question, Antoine Cahuzac. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des gens, des acteurs, que les énergies renouvelables dérangent. Quand vous en croisez un, qu'est-ce que vous lui présentez comme atout, rapidement, comme ça? Quels sont les principaux atouts? Vous n'en avez jamais croisé? Non. C'est le symbole, comment dire, c'est vraiment le not in my backyard, pas dans mon jardin. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour les renouvelables, à condition de ne pas voir les éoliennes et de ne pas être embêté par les panneaux photovoltaïques à côté. Qu'est-ce que je réponds à ces gens qui me disent les renouvelables? J'ai envie de leur répondre, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quoi votre vision du mix énergétique demain?
Il y a une ambition politique qui a été affirmée en France, qui est ce qu'elle est. Je pense qu'il faut s'y tenir. Il y a des objectifs européens qui ont été fixés. Quelle est l'autre façon de s'inscrire dans cette logique que de développer les renouvelables? Personnellement, j'en vois pas. Mais si quelqu'un a une autre façon de faire, une autre martingale pour arriver à faire du moins carboné, du moins dépendant des importations de matières fossiles, tout en satisfaisant la demande, honnêtement, je pense qu'on le saurait. Mais enfin, je ne voudrais pas non plus apparaître trop pessimiste, hein, parce que je pense que les renouvelables ont un très très bel avenir en France et ailleurs. Je crois qu'on a en France des capacités de recherche et développement absolument exceptionnelles, que ce soit au niveau de certaines entreprises, ou même de beaucoup d'entreprises, y compris des PME. Soitec nous le démontre tous les jours, que ce soit au niveau des laboratoires universitaires, que ce soit au niveau des instituts qui mêlent et recherche universitaire et recherche d'entreprise. On a vraiment, je crois, là, une capacité en France de développer des technologies propriétaires qui sont tout à fait remarquables. Pour faire un peu de publicité pour compte propre, nous, on développe dans notre environnement une filiale qui s'appelle Nexis, où on est convaincu que sur les films minces, en matière de PV, on a une technologie propriétaire qui est une vraie rupture technologique par rapport à ce qui se fait et qui en plus n'utilise pas de cadmium. Oui, mais vous êtes que sur l'infrarouge ou vous allez de l'UV jusqu'à l'autre bout le du film spectre? mince c'est sur l'infrarouge, mais il est un petit peu moins cher que les cellules de mon ami de Soitec. Qu'est-ce qu'on a comme autre atout? Alors, qui dit recherche et développement dit évidemment également capacité d'ingénierie très très forte. Il y a en France aussi quelques très très grands acteurs. Et là, c'est un message à la limite qui s'adresse à l'ensemble des PME ou ETI du secteur. Il n'y a pas de secteur industriel en France où vous n'avez pas quelques grands acteurs qui entraînent le reste du secteur, en général à l'export, mais également sur le territoire propre. Avec GDF Suez, avec EDF Énergie Nouvelle et à quelques autres, on a un certain nombre de très grands acteurs qui honnêtement laissent beaucoup de place aux PME, puisque je crois qu'en France, de mémoire, les 10 premiers acteurs doivent représenter à peu près 50% du marché. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une mainmise des grands acteurs du renouvelable sur le marché en France. Donc on a ces grands acteurs qui peuvent permettre de développer une capacité à l'export. Et puis j'aurais peut-être dû commencer par cela en termes d'atouts. J'ai le sentiment que, quelle que soit la place que l'on prenne sur l'échiquier politique, il y a quand même une volonté politique de se dire il faut qu'on améliore le mix énergétique ou qu'on fasse évoluer le mix énergétique français pour le rendre moins carboné, moins dépendant des importations. Donc il y a cette volonté qui, je dirais, passe à travers les ans et perdure. Donc ça, c'est également un atout qui est tout à fait important. Et puis, et ce n'est pas parce que Philippe est mon voisin que je vais le dire, il y a un autre atout qui, à mon avis, est tout à fait sympathique, c'est que nous sommes en Europe. Alors certes, l'Europe peut-être nous met parfois des difficultés à développer des appels d'offres avec contenu local, mais, et même si la plupart des pays ont des politiques énergétiques différentes, il y a des éléments de politique commune en Europe qui fixent des objectifs à long terme et qui, à mon avis, aussi nous aident à positionner, à pérenniser le secteur. Si vous regardez ce qui se passe au niveau des réseaux de transmission, si vous regardez ce qui se passe en matière de couplage des marchés, il se passe des choses en Europe et quelque part, c'est à mon avis un grand avantage. Il y a des institutions financières, la BEI en est évidemment une au premier rang, qui savent accompagner les entreprises et les secteurs à l'international. Parce qu'il va de soi que nous ne serons une réalité industrielle, un secteur industriel, si j'ose dire, de plein exercice, que si, fort d'une base locale qui nous permet vraiment de nous développer, d'avoir un peu de sécurité, on est capable d'aller attaquer des marchés extérieurs. Luc Ourcel ou Jérôme en ont parlé, c'est une évidence. Et là, des institutions financières existent en Europe qui peuvent nous permettre de faire ça. Donc, merci de cette perche tendue vers le nerf de la guerre. Il faut évidemment qu'on aborde le sujet délicat, vous venez de l'évoquer, du financement des énergies renouvelables. Ça tombe bien, on a 3 personnes qui peuvent nous en parler à cette table ronde. Et on va commencer par le local. Benoît Leclerc, il est vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à l'énergie et au climat. Il a été en charge d'un AMI, l'AMI Territoire Énergie Positive. Il a été rapporteur du groupe de travail sur le financement dans le cadre du DNTE, donc parfaitement légitime pour intervenir sur ce sujet de l'aspect économique du financement des énergies renouvelables. Peut-être un mot pour démarrer. Votre territoire est particulièrement actif sur le sujet des énergies renouvelables. Vous avez vu passer les aventures Photowatt, Photowatt-EDF maintenant, Bosch Vénitieux, on reviendra dessus avec Arnaud Mine tout à l'heure. Comment votre tissu économique
fait-il pour absorber les stop and go dont on parle depuis ce matin sur les filières renouvelables? Oui, je croyais qu'on était à Paris, donc je suis local, mais local en Rhône-Alpes, effectivement. Non, est-ce que vous me permettez juste de faire une toute petite réaction à quelques interventions qui ont eu lieu à cette table ronde, voire même ce matin, concernant cette fameuse vendetta dont a parlé mon voisin. Je crois que c'est vous qui avez parlé de ça tout à l'heure, la vendetta contre les énergies renouvelables, pour essayer de remettre deux, trois petites questions d'aplomb. D'abord, les subventions. Est-ce que les énergies renouvelables sont fortement subventionnées? Quand même, c'est pas normal. Bon, l'AIE a sorti le chiffre 2011 des aides aux énergies, et il se trouve qu'il parle de lui-même, puisque c'est 533 milliards de dollars de subventions apportées aux énergies fossiles dans le monde, pendant que les ENR en touchent environ 6 fois moins. Et ce qu'il faut dire, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que c'est 50% de plus que l'année précédente. Donc on continue, c'est un peu ce que disait, il me semble, Christian Depertuis ce matin, on continue à subventionner notre ancien modèle à base d'énergie fossile. Donc les énergies renouvelables ne sont pas subventionnées par rapport aux fossiles. Deuxième image d'Épinal, la question des réseaux. Alors c'est la faute aux ENR si on est obligé d'investir sur les réseaux. C'est quand même la meilleure. Heureusement que Dominique Maillard, ce matin, a eu l'honnêteté intellectuelle de nous dire que la ligne à haute tension normande était quand même liée à l'EPR, parce que sinon on dirait que c'est la faute aux éoliennes offshore. Alors qu'il faille développer du réseau pour un certain nombre d'énergies renouvelables, évidemment, quand on crée des sources des productions importantes à certains endroits, il y a peut-être des bretelles à retirer. Mais le réseau, il a été développé dans un contexte d'énergie descendante, et c'est d'ailleurs ce qui fait que notre réseau national est relativement solide. Je vois qu'Antoine Cahuzac est d'accord. On a un réseau effectivement assez solide parce qu'il a justement des grosses mailles qui sont liées à notre système très centralisé de production. Donc ne disons pas maintenant que c'est les ENR qui font exploser le réseau. C'est pas tout à fait juste. D'ailleurs, une chose est quand même assez curieuse, c'est que aujourd'hui un producteur d'ENR paye son raccordement au réseau. Autrefois, on n'entendait pas parler de coûts de raccordement au réseau. Quand vous construisez une centrale nucléaire, on ne regarde pas tellement de près cette question. Donc voilà, deuxième question. Et puis troisième question, pour ne pas parler que d'électricité, parce que je suis bien d'accord que ce n'est pas la seule ENR, le bois. Vous avez en région Rhône-Alpes, on a un problème qui existe ici aussi, de pollution atmosphérique. Eh bien, c'est la faute du bois. C'est la faute du bois. Et oui, c'est le bois qui émet les particules et qui font qu'on va devoir payer des amendes à cause du règlement européen. Mais vous jetez un œil à la carte de pollution atmosphérique et donc de poussière, c'est quand même curieux. Il y a du bois partout où il y a des routes. C'est comme ça. C'est sans doute le transport du bois. Donc voilà, c'est quand même un peu invraisemblable d'avoir ces espèces d'images permanentes qui sont apportées. Je voulais donc essayer de les corriger. Alors, je reviens à votre question. La région Rhône-Alpes, effectivement, a toujours été assez motrice en matière d'énergie renouvelable. D'abord, à commencer par l'hydraulique au début du siècle dernier, surtout au milieu du siècle dernier. Ensuite, le bois, la filière bois est bien développée en région Rhône-Alpes, et on pourrait même dire que c'est une des seules filières qui traverse les difficultés de façon assez tranquille. On continue à avoir un développement du bois énergie tout à fait satisfaisant en région Rhône-Alpes, même si il peut y avoir des questions d'approvisionnement et de difficultés de prévision de cet approvisionnement. Il faut donc, en ce domaine, prévoir. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Sur les autres filières, la région a développé il y a un peu plus d'une dizaine d'années une politique assez active en matière de solaire, à la fois en solaire thermique et en solaire photovoltaïque. Et là, par rapport à votre question, on est obligé, bien entendu, de constater les dégâts
du stop and go permanent. Les entreprises sont, on en a, Photowatt, on connaît l'histoire, Bosch, on sait que voilà, c'est dans les derniers tours de roue. Voilà, vous avez le paysage. C'est pareil en solaire thermique. L'entreprise qui a été maintenant reprise par GDF n'est pas au mieux de sa forme. Donc clairement, on a un impact sur la filière industrielle. On peut dire aussi qu'en région Alpes, on a développé de façon assez importante la recherche-développement, puisqu'on a par exemple l'INES, le CEA, un certain nombre de clusters et de pôles de compétitivité qui maintiennent une activité importante en matière de recherche-développement sur les énergies renouvelables. Revenons à la fois sur le territoire et à la fois sur le sujet financement, parce que je vois l'heure qui tourne. Vous avez créé un fonds d'investissement énergie renouvelable. Quel est l'objectif? Et est-ce à dire que le financement local se substitue déjà aux caisses de l'État, au moins en région Rhône-Alpes? Alors, l'objectif de ce fonds d'investissement, il est d'essayer de mettre en pratique ce que l'on a dit un certain nombre de personnes depuis ce matin, c'est-à-dire décentraliser l'approche de la production d'énergie. Ce fonds d'ENR, il a pour vocation à rentrer dans le capital de sociétés de développement, de sociétés de projets en région, sur les territoires, qui associent les collectivités locales, les entreprises du territoire. Alors évidemment, selon la technologie, en ayant un cercle d'influence plus ou moins grand, on peut aller chercher des entreprises un peu plus loin, qui associent les habitants jusqu'en en essayant de rechercher un financement citoyen, à l'image de ce que font les Allemands. On a appris tout à l'heure que 50% des productions d'ENR appartenaient aux citoyens allemands. Voilà, on essaye effectivement de créer ce modèle décentralisateur, et ce faisant, d'améliorer l'acceptabilité des projets, parce qu'on peut penser, et d'ailleurs on a des exemples précis en région, qu'un projet qui est monté avec les collectivités et avec les habitants rencontrera un peu moins de difficultés qu'un projet qui arrive de l'extérieur et dont les habitants découvrent l'existence au moment du dépôt du permis de construire. Brièvement, quel nouveau rôle pour les collectivités locales? Cette loi de transition énergétique, pour vous, c'est une loi de décentralisation énergétique? Alors, on espère bien que ce sera une loi de décentralisation énergétique. Pour nous, effectivement, l'important pour les collectivités locales, c'est bien sûr d'apporter un soutien habituel aux filières comme elles le font depuis longtemps, mais c'est surtout de construire un modèle une stratégie énergétique territoriale. Nous avons lancé en région Rhône-Alpes un appel à projet territoire énergie positive. On travaille, qui rencontre un grand succès. On a déjà 13 territoires qui ont répondu présent à cet appel. Et le principe, c'est de construire territoire par territoire, bassin de vie par bassin de vie, une stratégie énergétique globale qui associe évidemment l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, avec une visée, une ambition qui est la neutralité énergétique à long terme. Mais ce qui est très important, c'est qu'effectivement, c'est une stratégie de développement local. Donc on regarde à la fois les aspects de consommation et de production sur un territoire donné. Merci. Alors Philippe de Fontaine-Vive, vous êtes vice-président de la Banque européenne d'investissement. Que propose la Banque de l'Union aux 28 États membres? Et en gros, quel est votre mode opératoire? Nous, très simplement, nous opérons effectivement dans les 28 États membres et dans les pays tiers qui sont associés à nous au service de leurs projets dans le cadre des priorités fixées par l'Europe. Alors ça tombe bien puisqu'on est en 2014 et que c'est en 2013 que nous avons revu notre politique énergétique. Donc je remercie tous les entrepreneurs dans la salle qui ont contribué au débat qui a eu lieu. On l'a adopté, on en reparlait encore ce lundi avec la société civile à Luxembourg, puisque le siège est à Luxembourg. Et donc nous, on essaye de suppléer à l'absence de politique européenne de l'énergie, puisqu'il n'y a pas un choix européen qui vient s'imposer dans vos territoires, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient nationaux, mais il y a une adaptation au mix national. Donc nous, le premier élément qui est absolument déterminant dans notre soutien à l'énergie à travers l'Europe, c'est de dire que nous sommes là pour soutenir chacun des mix nationaux qui a été choisi souverainement par chaque pays. Ça me paraît quand même très important de le retenir et ça va déterminer ce que nous pouvons proposer qui sera différent d'un pays à l'autre. Il y a des pays où nous pouvons
proposer, vous y avez fait référence tout à l'heure, de financer le nucléaire. Il y en a d'autres où, évidemment, ceci sera interdit. Par contre, je vous rassure, les énergies renouvelables à travers l'Europe, dans chacun des 28 États membres, nous les poussons. Et si vous pouvez devenir non seulement une industrie nationale, mais une industrie européenne, vous pouvez nous compter à vos côtés. Vous êtes une banque qui investit sur le long terme. C'est ce dont ont besoin les énergies renouvelables? Le marché bancaire traditionnel répond très bien au court et au moyen terme. Donc ça ne sert à rien d'avoir une banque publique pour faire ce que font très très bien les marchés sans avoir besoin de nous. Là où on est un peu plus utile, c'est pour être capable d'amener des financements au-delà de 15 ans ou des mécanismes un peu compliqués et d'utiliser notre notation financière pour avoir des financements longs. C'est pour ça qu'on se marie en quelque sorte avec les réseaux de banques commerciales d'un côté, avec la Caisse des dépôts et consignations de l'autre, pour que sur vos territoires, on soit capable de dire si vous avez des ambitions d'équipement en énergie renouvelable, il y aura des programmes qui seront à votre taille. Nous l'avons fait dans plusieurs régions françaises, pas encore en Rhône-Alpes, donc si Rhône-Alpes veut devenir cliente, elle est la bienvenue. Nous avons commencé avec Poitou-Charentes parce qu'il y avait un dynamisme présidentiel là-bas assez original et assez en avance sur les autres régions françaises. Donc c'est là-bas qu'on a monté en partenariat avec Crédit Agricole, si je me souviens bien. Tout à fait, en partenariat avec Crédit Agricole. Et depuis, nous ont rejoint dans d'autres régions, outre le Crédit Agricole, les caisses d'épargne. Et je crois savoir que la Société Générale, puisque vous me faites faire de la publicité, donc j'énonce tous ceux qui jusqu'à maintenant nous ont fait part de leur déclaration d'intention, la Société Générale aussi est intéressée. Donc avec ces partenaires et peut-être d'autres demain, on sera en mesure de commercialiser des soutiens à des projets qui n'ont pas la taille suffisante pour venir directement vers nous à Luxembourg. Pour venir vers nous, il faudrait qu'ils dépassent plus de 50 millions d'euros. Et une des caractéristiques que je note autour de moi, ayant entendu tous ces grands industriels s'exprimer, c'est qu'ils viennent peu nous voir. Donc le marché doit relativement bien fonctionner, puisqu'on voit les grands industriels venir nous voir sur d'autres thèmes à l'heure actuelle que les énergies renouvelables. Sur de gros projets corporate, peut-être qu'ils vont venir vous voir, là, ils dépasseront vos seuils vraisemblablement. Alors vous n'êtes pas assis juste à côté de la Caisse des dépôts et consignations, mais pour autant vous avez vous venez juste de signer un accord avec la CDC. Quel est l'objectif, Philippe de Fontaine-Vive? Très simplement, nous étant une banque située à Luxembourg avec assez peu de personnel, nous souhaitons nous concentrer sur les grands projets pour être le plus réactif possible, notamment à l'international, dans cet esprit de logique industrielle que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc, pour être accessible en région, utilisons le réseau qui existe et qui est au service des collectivités locales, qui est celui de la Caisse des dépôts et consignations. Utilisons les réseaux bancaires de proximité lorsqu'ils ont des projets comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, la façon pour nous de le faire, c'est d'être partenarial sur les investissements d'avenir. Lundi dernier, c'était le lancement d'un dispositif sur les universités avec la Caisse des dépôts. Il y a un mois, c'était un dispositif sur les hôpitaux. Nous sommes en train de regarder avec la Caisse des dépôts comment essayer de monter de l'ingénierie financière qui fasse qu'à côté des financements commerciaux bancaires qui existent, on puisse essayer de financer. Je notais tout à l'heure, par exemple, le projet hydrolien au Raz-Blanchard. C'est clairement un sujet d'avenir. C'est clairement quelque chose que les banques commerciales seules ne pourront pas soutenir. Donc si on peut apporter une garantie publique ou un financement public, ça permettra d'accélérer ce type de projet entre France et Grande-Bretagne. Merci. Vous avez cité quelques noms de banques tout à l'heure. Je ne vous ai pas entendu parler de Natixis. Pourtant, ils sont dans la salle, hein, Natixis Energeco. Vous avez Stéphane Pasquier, là, qui a pris la succession d'Alain Meunier. Ils ont financé à un moment donné 60% des actifs en éolien, en photovoltaïque, en hydraulique. Bon, maintenant, d'autres les ont rattrapés, mais vous travaillez avec eux? Vous avez raison. On a tendance à parler des groupes BPCE en particulier et pas de chacune de leurs filiales. Sinon, j'aurais pris un temps de parole un peu trop long. Merci. Pierre Ducré, vous êtes président-directeur général de CDC Climat, mais vous êtes également membre du CODIR de la Caisse des dépôts et consignations et surtout, vous avez été nommé responsable de la stratégie transition énergétique et écologique pour l'ensemble du groupe CDC. Donc vous investissez dans pratiquement toutes les filières énergie renouvelable. De quelle manière? Pour quel type d'installation? Qu'est-ce qui vous séduit le plus sur les filières énergie renouvelable?
Ce que je voudrais préciser d'abord, c'est que le groupe Caisse des dépôts, puisque c'est ainsi que vous m'avez demandé de venir, intervient de plusieurs façons. La Caisse des dépôts est effectivement un investisseur direct en fonds propres historique dans les énergies renouvelables. Mais par ailleurs, il faut avoir en tête que la Banque publique d'investissement est un prêteur aussi historique sur les opérations de renouvelables, et intervenant sur la partie dette de ces montages. Et puis la Banque publique d'investissement a maintenant aussi la responsabilité de financer le développement des PME, des entreprises du secteur. Donc c'est cette vision globale qu'il faut avoir sur le rôle que joue la Caisse. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on s'intéresse à cette question des renouvelables, non seulement au titre de ces différentes fonctions d'investisseur direct, de financeur, mais aussi en regardant ça, et je pense que Philippe sera d'accord avec moi, comme un secteur qui est potentiellement un support très important pour la création d'une classe d'actifs financiers qui est en fait de la dette verte en gros et des obligations vertes. Classe d'actifs dont EDF a récemment d'ailleurs sur lequel EDF a fait une percée très importante récente et qui a réveillé beaucoup de gens. Et on pense que ça c'est une chose qu'il va falloir vraiment pousser et qu'il est d'ailleurs dans le rôle des institutions financières publiques d'aider à développer parce que c'est un levier très important pour l'approche de la transition énergétique sous l'angle, au prisme de l'offre et de la demande de capitaux, en gros, qui est aussi un sujet extrêmement important. Si on arrive à faire qu'il y ait de la dette verte de bonne qualité, que les investisseurs institutionnels et à travers eux les épargnants s'arrachent, on aura probablement réussi une bonne partie et parcouru une bonne partie du chemin. Ça ne suffit pas, mais c'est un angle d'attaque qui est très important. Alors maintenant, je reviens à ce qui est, disons, peut-être le mieux connu des gens dans la salle ici, à savoir le rôle d'investisseur direct. Éric Lecomte, que vous connaissez, qui est dans la salle aussi, dirige l'équipe d'investisseurs de la Caisse des dépôts sur les opérations de renouvelables en France et outre-mer. Nous sommes très fiers de ce qui a été accompli par cette équipe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Caisse des dépôts intervient non seulement avec des préoccupations de tout investisseur financier, en y intégrant les préoccupations de long terme qu'évoquait Philippe, mais aussi avec le souci, bien sûr, de participer à des projets de développement territorial, d'accompagner le chemin vers la maturité des différentes filières de ENR, et aussi, bien sûr, de contribuer à la création de filières industrielles en France, françaises. De ce point de vue-là, nous travaillons sur toutes les technologies, et pas seulement sur l'électricité, mais aussi sur la chaleur, sur des mailles de projets qui sont d'au moins 1 mégawatt, à peu près dans tout le territoire domestique et outre-mer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un accent de plus en plus fort sur la chaleur et la biomasse, dont nous avons effectivement parlé avec M. Collet récemment. Et enfin, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a environ 1000 MW de puissance installée pour l'ensemble des opérations auxquelles la Caisse des dépôts a contribué en tant qu'investisseur direct. Et la plupart du temps, effectivement, avec une part de dette qui a été apportée par ce qui était Oseo à l'époque et ce qui s'appelle BPI Financement maintenant. Et nous avons bien l'intention de continuer. Vous allez soutenir Cilia, la reprise de l'usine solaire Bosch à Vénissieux. On va demander à Arnaud Mine tout de suite ce qu'il en pense. Vous avez déjà été sollicité ? Écoutez, moi je ne répondrai pas à cette question. Ça, c'est une question qui concerne directement les équipes de BPI. Vous penserez bien que je ne répondrai pas à cette question. Arnaud Mine, président de la commission solaire du CER, mais également président d'Urbasolar. Urbasolar est impliqué dans cette reprise de l'usine solaire Bosch de Vénissieux dans le Rhône. Ça doit arriver bientôt, là, en avril. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Quel est l'enjeu ? Quels sont les besoins en financement ? Alors, je vais parler un tout petit peu d'Urbasolar, mais je changerai rapidement de casquette. En fait, j'étais supposé intervenir, comme tu le sais, à la table ronde qui suit. Je me suis invité à celle-là. Je vais juste vous parler, puisque tu me questionnes très rapidement de cette affaire de Cilia et de Bosch. L'outil industriel Bosch est compétitif. Il est ultra moderne. Il peut fabriquer des panneaux solaires à un prix compétitif. Les aléas du marché et de la filière en France qu'on connaît bien fait que, et puis en Europe, fait que la société Bosch a décidé d'arrêter ses activités en matière de solaire. Dès lors, faut-il reprendre ou pas cet outil-là ?
D'abord, Urbasolar est suiveur. Le leader sur cette opération-là, c'est la société Cilia, fabricant dont la compétence est une compétence industrielle qui est basée à Lannion. Nous étions en discussion déjà avec le groupe Cilia depuis quelque temps parce que le rapprochement pour des raisons que je vais vous expliquer, entre un acteur de l'amont et un acteur de l'aval, à notre avis, a complètement du sens face à un marché qui est de plus en plus segmenté avec des offres complexes intégrant des produits et des services et qui permet de générer de la valeur par cette combinaison entre les produits et les services. Donc nous étions déjà en discussion et finalement nous avons décidé d'aller ensemble et de façon partenariale à la reprise de cet outil industriel qui, à notre avis, est viable et qui permet finalement de créer une capacité de production de plus de 200 MW en France, quelque chose qu'il ne fallait pas laisser disparaître. Voilà. Je préférerais maintenant ne pas parler d'Urbasolar, voire de Cilia, Bruno Cassin est dans la salle, mais parler de façon plus générale de la filière, puisque c'est à ce titre-là que je suis présent sur la tribune. Président de Serre Solaire. Voilà, président de Serre Solaire, et puis avec toute mon histoire dans le domaine du photovoltaïque, puisque je fais ce métier depuis 30 ans. La filière française souffre, on l'a exposé longuement, de tous les aléas, de tous les stop and go, de tous les moratoires qui se sont accumulés. Pour autant, elle existe, et elle existe grâce notamment aux mesures d'urgence qui ont été prises dans le courant de l'année 2013, et ce qui permet d'assurer un niveau d'activité minimum. Elle existe, et comme l'a encore confirmé l'AIE ce matin, le marché est en pleine explosion et le marché est considérable. On peut presque considérer que le marché est infini. Donc la filière française existe et elle a en face d'elle un terrain de jeu qui est considérable, avec deux composantes qui vont orienter notre action cette année. D'une part, l'autoconsommation en France, puisqu'on atteint quasiment la parité réseau dans bien des cas. Et à ce titre, ce dont on a parlé en ce début d'après-midi à la tribune, c'est du marché de l'énergie. Mais encore une fois, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais le marché de l'énergie, c'est aussi la pile, c'est des tas de réalités différentes. Et le prix ou la performance du panneau sec n'est pas forcément le facteur clé. Le facteur clé, c'est la bonne adéquation d'une offre, produits et services, à une demande. Et des demandes, il y en a de multiples et de très variées. Voilà. Donc, ce marché de l'autoconsommation, c'est vraiment une possibilité de décollage pour cette filière française. Des discussions ont été entamées. Et là, le syndrome franco-français s'exerce à plein. C'est-à-dire que on commence déjà à imaginer et si l'autoconsommation ou l'autoproduction était déjà un marché de masse en France, et s'il y avait des dizaines de gigawatts de photovoltaïque installés en France qui seraient dédiés à l'autoconsommation, alors il se poserait tel et tel et tel et tel problème, et la liste est interminable, et on voit bien qu'on a toutes les raisons de ne pas faire. Et la réalité, bien sûr, est autre. En Allemagne, 45 gigawatts installés, en France, 4,5. Il y a un rapport de 1 à 10. Donc en fait, la réalité, c'est qu'avant d'essayer de bâtir le modèle parfait qui ferait face à toutes les critiques qu'on pourrait formuler, eh bien avant, on peut se permettre de faire, et puis de tester des configurations différentes, à condition, le seul critère important, c'est de maîtriser l'emballement éventuel. Voilà. Et pour ce faire, Dieu sait si en France, on a su, en matière de filière photovoltaïque, maîtriser l'emballement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc toujours est-il qu'en dupliquant des mécanismes que maintenant on connaît bien, même s'ils ne sont pas parfaits, il y a des mécanismes d'appel d'offres avec des préoccupations différentes, en tout cas l'autoconsommation, pour nous, ça va être la grande affaire. Et donc dans notre esprit, c'est de nature à générer un marché complémentaire du marché actuel et de façon à rejoindre ce que demande le syndicat depuis maintenant quelques années, à savoir un marché intérieur qui est de l'ordre du gigawatt par an, sachant que maintenant il est clair que ce marché-là ne coûte pas grand-chose, à la CSPE notamment, ne coûte pas grand-chose, voire rien, et que d'autre part n'est pas de nature à déstabiliser le système électrique. Donc les deux principales critiques qui sont formulées de façon récurrente ne sont pas applicables à cette vision de développement de la filière, qui permet par ailleurs de développer une industrie. Le marché de 1 gigawatt, il englobe les zones interconnectées ou pas? Hervé Latouche est dans la salle, il souffre dans les zones non interconnectées. Les zones interconnectées, c'est un cas particulier d'autoconsommation. C'est-à-dire dans l'autoconsommation, il y a les sites
qui permettent d'ores et déjà d'adapter production et consommation en temps réel. Il y a les sites qui permettent de le faire dès lors qu'on sait piloter les consommations et qu'on sait décaler les consommations. Il y a bien des cas qui sont dans ce cadre-là. Il y a le complément du stockage et le fait de pouvoir réaliser cette adéquation parfaite entre production et consommation, parce que de façon marginale, il y a aussi du stockage. Et puis il y a aussi la réflexion au niveau de l'îlot urbain, dans lequel, de façon mutualisée, un certain nombre de consommateurs et un certain nombre de producteurs réalisent également cette adéquation. Donc le cas des ZNI, ça rejoint le cas de la France continentale. C'est simplement un niveau d'intelligence supplémentaire par rapport à ce qu'on a pratiqué jusqu'à présent, qui est finalement d'avoir un tarif qui vous garantit votre prix d'achat, et puis une absence d'incertitude, ce qui était très bien dans cette phase de démarrage. Maintenant, on est capable aussi de gérer une approche du marché progressive, parce qu'on sait piloter l'adéquation entre production et consommation. Et le dernier volet de cette affaire-là, c'est que on parle du marché français et du volume nécessaire et d'une industrie qui est viable, et avec certes des sauts technologiques, mais avec aussi la réalité de ce qu'on a connu pendant 30 ans, c'est bien peu de sauts, c'est une évolution lente, vertueuse, constante, mais une évolution qui existe, qui n'a pas procédé par saut finalement, qui a été un continuum. Pour ça, il faut une industrie, il faut des labos. Si on n'a pas d'industrie, ça ne sert à rien d'avoir des labos. Donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il y ait bien des labos, du savoir-faire, de l'innovation, mais aussi des industries capables de l'appliquer et aussi un marché capable de faire vivre cette industrie. C'est notre responsabilité, c'est en ce sens que Cilia et Urbasolar s'engagent dans cette affaire-là. Mais le marché, on l'a dit X fois ce matin, et puis on le sait tous, le marché, il est en dehors de nos frontières aussi et surtout. Et là, il n'y a aucune critique, c'est-à-dire que c'est un marché à l'extérieur, dans les pays qui en ont besoin, où l'électricité coûte 25 centimes ou plus. C'est un marché qui non seulement n'est pas de nature à déstabiliser un système électrique quelconque, au contraire, c'est un marché qui est de nature à apporter un service électrique là où il n'existe pas ou là où il existe mal. Et c'est un marché qui ne coûte rien, au contraire, c'est un marché qui est rentable, qui est profitable, parce que la parité au réseau est atteinte. Alors, ces entreprises françaises qui existent, qui se structurent, qui œuvrent sur le marché français, pourquoi ne vont-elles pas conquérir des marchés à l'export? Finalement, c'est une des grandes questions que nous avons maintenant à résoudre. Et on en a parlé à l'instant. Le facteur clé de succès, ça n'est pas le prix du panneau, ça n'est même pas la qualité du service, à dire vrai, puisqu'on sait faire. Le facteur clé de succès, c'est la capacité à financer une activité qui est éminemment capitalistique. Et alors, ce qui est frappant, c'est que nos collègues et amis allemands ont des outils à leur disposition. Nos collègues américains ont des outils à leur disposition. Nos collègues chinois ont des outils à leur disposition pour le financement d'infrastructures et donc pour financer leur marché à l'international. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui en France, ces outils n'existent pas, ou de façon tellement marginale que ça revient à peu près au même. Et donc clairement, un des objectifs clés et qui est de nature à résoudre finalement tous les débats sur la façon de développer des secteurs industriels qui ont devant eux une capacité de croissance considérable et donc qui ont une capacité à générer de la valeur ajoutée et de l'emploi dans notre pays, le facteur clé de succès, c'est la mise en place des financements pour nos clients, ce qui d'ailleurs est une activité rentable, puisque c'est des financements qui permettent de dégager aussi la marge de l'établissement prêteur. Voilà. Pierre Ducré, réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Oui, le fait que la clé du succès, c'est le financement, évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Je pense qu'il faut avoir en tête que, là je parle vraiment en tant que représentant d'une institution financière publique, on n'y arrivera que dans la mesure où on a tous comme objectif de faire levier sur les financements privés. On ne réglera pas le problème avec les seuls financements publics, d'ailleurs, quels que soient les segments de ces financements publics, qu'il s'agisse d'argent budgétaire ou des fonds propres d'institutions financières publiques, à quelque échelle qu'elles travaillent, ce serait tout simplement une goutte d'eau dans l'océan. Donc le vrai sujet, c'est comment on fait pour mobiliser les financements en ayant le plus d'effet de levier sur les capitaux privés. En disant ça, je pense que je profère un truisme, mais le problème, c'est qu'il faut que tout le monde se situe dans cette optique pour arriver à imaginer les solutions de demain. Et ça veut dire aussi qu'il faut éviter, je ne veux pas utiliser le terme de gaspillage, mais il faut éviter d'avoir avec les fonds publics, quelle que soit leur nature, au bout du compte, des effets qui sont des effets de dispersion. Voilà.
Philippe de Fontaine-Vive, il faut inventer de nouveaux outils de financement. Deux choses. La première, je ferai écho à ce que disait le représentant de la région Rhône-Alpes tout à l'heure. Il faut d'abord faire une pression internationale et nationale majeure pour réduire les subventions aux énergies fossiles. D'abord et avant tout. J'en discutais il y a 2 semaines avec le ministre des Finances d'Arabie Saoudite, il y a une semaine avec le nouveau Premier ministre tunisien, pour les aider eux-mêmes, vous aider et nous aider tous à avoir de grands marchés pour les énergies renouvelables. Il faut supprimer de façon socialement acceptable, mais il faut supprimer les subventions aux énergies fossiles. Si on arrive à ce point 1 là, ça ouvre le champ à des grands marchés, et ils le souhaitent, et ils y travaillent de leur côté. Et je regarde ce qui se passe par exemple au Maroc, où nous coordonnons le financement des premières centrales solaires au Maroc. Il y a ce marché, on est là, on le fait à partir de notre expérience des 3 premières centrales solaires en Espagne, mais le marché a terriblement changé. On avait fait ça en Espagne, au Maroc, dans l'esprit, vous vous souvenez du rêve Desertec à un moment donné, de produire à partir du soleil, du Sahara, de l'électricité peu chère vers l'Europe. Il se passe exactement l'inverse. Et je suis d'accord avec le dernier intervenant. Il faut vous aider à exporter de l'énergie à base renouvelable européenne, non seulement en Europe, mais au-delà de l'Europe, parce qu'ils en ont besoin avec leur taux de croissance très supérieur. Donc les institutions financières sont là, n'en créez pas de nouvelles, ça suffit. Faites plutôt en sorte que la réalité soit en direction de la transition énergétique, donc favorisant les énergies renouvelables et non plus les subventions aux fossiles. Pierre Ducré. Oui, moi, si vous permettez, je voulais juste revenir sur un point qui a été évoqué par Benoît Leclerc et qui me semble très important pour la période qui s'annonce. C'est cette question, ce que l'on voit tous venir, c'est-à-dire cette question des systèmes énergétiques territoriaux, qui me semble un point très très important et auquel la Caisse des dépôts, bien sûr, s'intéresse et va s'intéresser. On voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'une approche toutes énergies, et qui marie à la fois la question des consommations et la question du mix énergétique, et que probablement la clé de cette approche, c'est des systèmes d'information et les données qui permettent de les nourrir. Donc cette question-là est essentielle. Je pense qu'on a, en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est clair, bien en tête qu'il ne s'agit pas de fabriquer un archipel ou des îles, et que tout ceci doit être très clairement articulé par rapport à un intérêt national, sinon ce serait d'ailleurs à la fois injuste et inefficace. Donc c'est ces 2 contraintes qu'il faut avoir en tête dans la façon de construire et d'approcher ces nouveaux systèmes énergétiques territoriaux, mais je pense que ça va être un point essentiel. Et de ce point de vue-là, l'implication, enfin ce que nous observons, c'est particulièrement vrai en Rhône-Alpes, c'est que les collectivités locales vont jouer un rôle beaucoup plus important, qui sera certainement codifié par la loi de transition en préparation. Luc Courcel, je vous ai vu écouter attentivement tous les échanges de cette table ronde. On était parti très fort sur du gros, sur du lourd, sur de l'éolien, sur CSP, éventuellement biomasse, puisque vous êtes très présent dans certains pays sur le sujet. Et puis on est passé à des choses qui vous concernent un peu moins. On pourrait trouver Areva un jour sur le photovoltaïque ? Alors, à ce stade, non, parce que nous pensons que la filière est déjà bien occupée par toute une série d'acteurs, que ce soit des acteurs étrangers ou des acteurs nationaux, et donc nous ne voyons pas très bien ce que nous pourrions apporter aujourd'hui à cette filière. Ce que nous essayons, nous, d'identifier dans notre stratégie, ce sont des domaines nouveaux sur lesquels les compétences technologiques d'Areva, qui viennent évidemment de nos activités nucléaires, sur lesquelles nos expériences en matière de gestion de projet, et sur lesquelles notre expérience internationale nous permettent de faire un saut à ces différentes filières. Donc de ce point de vue-là, moi je présente tous mes vœux de succès à la filière photovoltaïque, mais il est peu probable qu'ils verront Areva sur ces domaines. Par contre, nous sommes dans le domaine du solaire à concentration, où là nous nous sommes lancés il y a quelques années en achetant une société californienne, et en découvrant, et c'est ça que je pourrais peut-être partager, que nous avions acheté cette société pour faire des centrales, des grosses centrales de production d'électricité, de l'ordre de 100 MW, 125 MW, comme celle que nous construisons actuellement en Inde, dans le nord-ouest de l'Inde. Et puis nous avons découvert qu'il y avait bien d'autres applications possibles, par exemple pour en faire des boosters de centrales thermiques conventionnelles.
Donc on branche une centrale à concentration pour produire de la vapeur, on améliore le rendement de la centrale conventionnelle et quelque part donc on diminue la consommation d'énergie fossile et on améliore le rendement en matière d'émissions de Une CO2. centrale conventionnelle pour vous, c'est charbon, gaz, nucléaire ou c'est charbon, gaz, charbon, voilà, gaz. par exemple. Donc il y a un projet en Australie qui marche comme ça avec une centrale à charbon. Mais je crois que nous avons aussi découvert que cette vapeur pouvait intéresser bien des exploitants et en particulier des exploitants pétroliers pour utiliser cette vapeur pour améliorer la récupération. Et je crois que si je parle de ces détails, c'est que je pense que tous ces nouveaux domaines montrent qu'il faut être extrêmement ouvert à toutes les applications qui peuvent se présenter et qu'il va y avoir un grand foisonnement d'initiatives dans les prochaines années. Certaines marcheront, tant mieux pour elles, d'autres connaîtront des fortunes un peu moins satisfaisantes. Le deuxième commentaire que m'inspirent les débats, c'est le sujet du financement. Alors effectivement, et en particulier du financement export. Nous avons, il faut le constater aujourd'hui, un handicap sur les marchés à l'export du fait de notre structure de financement export. Nous avons, sans employer des termes trop techniques, un système de financement indirect, où en fait l'État intervient en relais des banques qui elles-mêmes financent les clients. Tous nos grands concurrents occidentaux ont remis en place des systèmes qui existaient en France dans le passé, qui sont des systèmes de financement direct export par des structures publiques. Je parle des États-Unis, je parle de l'Allemagne, je parle du Japon. Ça se traduit, compte tenu des contraintes qui s'exercent aujourd'hui maintenant sur les banques, ça se traduit pour tous ces grands projets d'infrastructure qui sont lourds en capitaux et qui sont longs en temps, ça se traduit par un écart de compétitivité dans les financements, et tous mes collègues qui travaillent dans ces secteurs d'infrastructure vous le confirmeront, de l'ordre de 1,5 point à 2 points. C'est un très très lourd handicap. Alors je sais que le gouvernement s'est saisi de ce sujet, mais je crois que là il y a incontestablement de l'argent public bien placé pour se remettre à niveau de la compétition d'un certain nombre de grands pays et pour aller chercher des marchés à l'export et pour valoriser finalement tout ce que nous faisons sur le plan national. Vous voudriez avoir les mêmes conditions que ce que propose la KfW en Allemagne, par exemple ? Par exemple, ou de ce que propose la GBIC au Japon et bien d'autres. Et puis dernier commentaire par rapport à ce qui a été dit sur l'évolution vers des systèmes plus décentralisés. Je crois qu'il faut, oui, il y a incontestablement une évolution, un appétit, une volonté, c'est très bien, mais je crois que là aussi la réponse ne sera pas noire ou blanche, et qu'il faut savoir trouver un bon équilibre entre les systèmes centralisés qui ont montré leurs vertus. Il est bon pour ceux qui sont intéressés de revenir à l'histoire, par exemple, du système électrique en France avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez une mosaïque extrêmement disparate qui a suscité suffisamment de critiques pour que le Conseil national de la résistance s'empare du sujet et décide la centralisation des moyens de production, la nationalisation et de la distribution. Donc je crois qu'en la matière, finalement c'est comme dans le domaine du mix énergétique, c'est pas noir ou blanc, c'est de trouver un juste équilibre entre toutes les initiatives qui doivent rester d'un domaine centralisé parce que les réseaux, ça a un intérêt en matière d'économie de moyens, parce que les réseaux, ça a un intérêt en matière d'économie d'échelle, et puis des initiatives qui doivent être développées plus localement, dans le domaine, par exemple, des économies d'énergie, dans le domaine, je pense, tout ce qui est la biomasse. Moi, je partage tous les commentaires qui ont été faits sur la problématique en France que nous avons pour la biomasse, qui est la collecte de la ressource. Les technologies existent, elles peuvent être améliorées, monsieur le député, bien sûr. Nous avons des idées, mais il y a vraiment ce challenge de la collecte de la ressource. Là, typiquement, je pense que c'est un sujet dont les collectivités locales doivent et peuvent s'emparer avec à la clé un nombre très significatif d'emplois et d'activités locales. Merci Luc Courcel pour cette conclusion de la table ronde. Merci d'avoir également reparlé de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie, de la maîtrise de la demande. J'avais complètement oublié de citer Jean de La Fontaine. Rien ne sert de produire, il faut consommer à point. Merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Alors, nous avons normalement maintenant, je me tourne vers Damien Maton, une intervention de Uwe Beckmeyer. Il est arrivé, pardon. Uwe Beckmeyer est secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral de l'économie et de l'énergie d'Allemagne. Je lui laisse la parole pour une allocution. Je vous rappelle que vous pouvez suivre de mémoire sur le canal 2 en allemand, sur le canal 3 en français, sur le canal 1 en français. En anglais, pardon.
Tag.